Ma belle-mère a emménagé sa fille dans la maison de ma défunte mère 3 mois après les funérailles. Mon père l'a acceptée. Elle reste juste vide, a-t-il dit. Je n'ai rien dit et je suis parti en voiture. 5 ans plus tard, sa fille a essayé de vendre la maison et a appelé un agent immobilier. La recherche de titre est revenue le lendemain. L'agent l'a appelé et a dit « Je ne peux pas lister cette propriété. » L'acte n'a jamais été transféré. Légalement, cette maison appartient entièrement à quelqu'un d'autre. Bienvenue sur notre chaîne, où le silence est parfois la lame la plus tranchante. Avant d'entrer dans ce qui s'est passé ensuite, si cette histoire fait déjà bouillir votre sang, dites-moi votre âge en commentaire. Je suis curieux de savoir qui regarde. 3 mois. C'est le temps qu'il a fallu à Brenda pour décider que l'histoire de ma mère occupait trop d'espace. Ma mère, Eleanor, est décédée d'une maladie d'Alzheimer à début précoce. C'était une femme de détail méticuleux, une investisseuse immobilière qui m'a appris à lire chaque ligne d'un contrat avant de signer mon nom. Elle a acheté la maison de Rehoboth Beach quand j'étais adolescente. C'était son sanctuaire, tout en charme côtier vintage et acajou sur mesure. Brenda était la nouvelle épouse de mon père, William. Elle était tout ce que ma mère n'était pas, bruyante, prétentieuse, et entièrement à l'aise pour dépenser de l'argent qu'elle n'avait pas gagné. Brenda est venue avec Ashley, sa fille de 24 ans, qui traitait le monde comme un hôtel de luxe où quelqu'un d'autre payait toujours l'addition. Cela s'est produit un mardi. Je suis descendu en voiture à Rehoboth pour vérifier la propriété. Je suis entré dans l'allée et j'ai vu un camion de déménagement. Ashley dirigeait 2 hommes portant un canapé en simili-cuir à travers la porte d'entrée. Brenda se tenait sur le porche avec un porte-bloc comme si elle dirigeait un chantier. J'ai garé ma voiture et je suis monté sur les marches. « Que se passe-t-il ici ?» ai-je demandé. Brenda n'a même pas levé les yeux de son porte-bloc. « Oh, Bonnie. Bien. Tu es là. Nous installons simplement Ashley. Ton père a convenu que c'était dommage de laisser une si belle maison vide. Les tuyaux pourraient geler. » J'ai regardé derrière elle. À l'intérieur, la table basse en acajou sur mesure de ma mère avait été poussée dans le coin. Ashley avait posé un dessous de verre en plastique bon marché juste au centre à côté d'un café glacé à moitié vide. William est sorti par la porte d'entrée, regardant partout sauf vers moi. Il s'est frotté l'arrière du cou, un tic qu'il avait depuis que j'étais enfant. « Bonnie » a-t-il commencé, sa voix un marmonnement bas. Cela a du sens, n'est-ce pas? Ashley a besoin d'un endroit et la maison a besoin d'un gardien. Nous sommes une famille recomposée maintenant. Ta mère aurait voulu que la maison soit habitée. Ma mère aurait voulu beaucoup de choses, ai-je pensé. Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas exigé qu'ils partent. En tant qu'archiviste, mon travail à Wilmington consiste à préserver l'histoire, à assurer que le passé est documenté et protégé. Je savais ce qui arrivait quand on essayait de combattre l'entitlement avec l'émotion, on perd. Il faut le combattre avec du papier. J'ai regardé William. J'ai regardé Brenda, qui m'observait maintenant. Attendant l'explosion qu'elle pourrait utiliser pour me peindre comme la fille hystérique et endeuillée. J'ai plongé la main dans mon sac, sorti un jeu de clés de rechange et les posé sur la balustrade du porche. Empêcher les tuyaux de geler, ai-je dit. Je me suis retourné à ma voiture et ai roulé jusqu'à Wilmington. Je n'ai pas capitulé. Je commençais simplement un chronomètre. Un chronomètre de 5 ans réglé méticuleusement par une femme qui savait exactement ce qui se passerait quand elle ne serait plus là. 4 mois se sont évaporés dans l'environnement silencieux et sans poussière des archives de la Société historique de l'État. 4 mois sont une fraction invisible de temps. Ma vie quotidienne est définie par la préservation méticuleuse de choses que d'autres ont jetées. Je porte des gants en coton blanc pour manipuler des manifestes de transport du XVIIIe siècle et des journaux fragiles. Toute mon existence professionnelle est centrée sur la conviction que la mémoire a une valeur tangible. Je protège le passé de la lumière, de l'humidité et de la négligence humaine. Ashley vivait selon le credo opposé. Elle consommait le présent et éradiquait le passé pour faire de la place à son propre ego. La guerre psychologique qu'elle menait était subtile au début, une dynamique moderne de Cendrillon où la méchante demi-sœur ne me forçait pas à frotter les sols, mais emménageait simplement dans mon château et jetait mes chaussures. Les nouvelles de leur style de vie me parvenaient par les fuites inévitables de notre réseau familial élargi. William finançait l'illusion. Il payait les impôts fonciers. Il couvrait l'eau,
l'électricité, l'aménagement paysager saisonnier et le forfait Internet Premium que Brenda prétendait essentiel pour qu'Ashley construise sa marque personnelle. Lors d'un bref appel téléphonique, mon père a essayé de justifier ce drain financier. Il m'a dit que garder les services publics à son nom était plus facile que de les transférer. Il a dit que cela aidait Ashley à économiser de l'argent pour son avenir. Il écrivait des chèques de ses propres comptes de retraite pour protéger une femme adulte du coût réel de la résidence côtière. En l'isolant des factures, il nourrissait son illusion. Il permettait à une employée de boutique de 24 ans de jouer le rôle d'une habitante de front de mer autodidacte. La destruction physique de l'héritage d'Eleanor est devenue de notoriété publique un jeudi après-midi humide. J'étais en train de déjeuner à mon bureau quand la notification est apparue. C'était une publication sur les réseaux sociaux d'Ashley. La photographie était lourdement retouchée, saturée d'un filtre doré artificiel qui faisait briller l'allée de coquillages écrasés. Elle se tenait au centre du cadre portant des lunettes de soleil de créateur, tenant un mimosa dans une flûte en plastique haute. Derrière elle se dressait un énorme conteneur à déchets en acier rouillé. La légende était un chef-d'œuvre d'orgueil immérité. Dehors l'ancien, dedans le nouveau. Jour de démolition dans ma maison pour toujours. Tellement béni. J'ai zoomé sur l'arrière-plan. Dépassant du haut de la benne industrielle se trouvaient les jambes familières en cerisier sculptées à la main du fauteuil de lecture préféré de ma mère. À côté gisait un tas de cartes de navigation maritime sur mesure qu'Eleanor avait collectées pendant des décennies. Les cadres en verre étaient brisés. Le papier ancien exposait à l'air humide côtier. Ashley ne mettait pas simplement à jour la décoration. Elle organisait une expulsion psychologique. Elle purgeait le fantôme de la femme qui avait réellement acheté les murs qu'elle était en train de défigurer. Mon téléphone a vibré sur le bureau en métal. L'identifiant de l'appelant montrait ma belle-sœur, Kendra. « As-tu vu la photo ?» a-t-elle demandé. Son ton était plat, portant la cadence précise et tranchante qu'elle utilisait lors des évaluations de risque d'entreprise. Kendra est mariée à mon frère aîné, Nat. Alors que Nat avait hérité de la tendance tragique de mon père à éviter la confrontation, se retirant dans le monde calme et sûr de son cabinet d'architecture, Kendra possédait une colonne vertébrale forgée dans le titane. Elle est souscriptrice senior à la Delaware Heritage Bank. Toute sa carrière est construite sur l'évaluation des risques, l'identification des demandes de prêts frauduleuses et la détection des mauvais investissements avant qu'ils n'empoisonnent un portefeuille financier. Elle démantèle les menteurs pour gagner sa vie. J'ai vu la photo, ai-je répondu. Nous allons descendre là-bas, a déclaré Kendra. C'était une directive, pas une suggestion. Nat vient te chercher dans 20 minutes. Apporte tes clés. Le trajet de 90 minutes vers le sud sur la route 1 était suffocant. Nat serrait le volant si fort que ses jointures blanchissaient, les yeux fixés sur l'asphalte. Il ne supportait pas l'idée de ce que nous allions voir. Kendra était assise sur le siège passager, tapotant ses ongles manucurés sur sa tablette, faisant défiler les registres fiscaux publics. Elle calculait déjà la dépréciation. Quand nous nous sommes engagés dans l'allée de Raobat, le parfum réconfortant du sel océanique a été noyé par l'odeur âcre chimique de peinture en aérosol bon marché et d'adhésifs industriels. Le conteneur à déchets était une insulte physique sur l'allée immaculée. Nous n'avons pas frappé. Nous sommes entrés par la porte d'entrée, le son de la pop synthétique forte masquant notre entrée. La lourde grâce historique du sanctuaire de ma mère avait été massacrée. Les riches moulures en acajou et les bleus maritimes subtils avaient disparu. Ils avaient peint les murs en blanc stérile aveuglant. Les meubles anciens intemporels avaient été traînés dehors et remplacés par des pièces en aggloméré plate bon marché produites en série qui semblaient appropriées pour un dortoir universitaire. Brenda et Ashley étaient au centre du salon en train de déchirer le tapis persan vintage. Brenda s'est retournée, laissant tomber son cutter. « Oh, nous n'attendions pas de compagnie. Vous auriez dû appeler avant de passer. Nous n'avons pas besoin d'un rendez-vous pour nous tenir dans la maison d'Eleanor, a dit Kendra, ses yeux suivant le revêtement de sol en vinyle bon marché qu'elle s'apprêtait à poser directement sur les bois du restauré d'origine. Ashley est sortie du couloir tenant un agrafeuse. En fait, nous transformons cette pièce du fond en mon bureau à domicile, a-t-elle déclaré, levant le menton en signe de défi. Les vieux trucs étaient tout simplement trop déprimants. Ça sentait les malades ici. Nous avions besoin de chasser l'énergie négative pour en faire la nôtre. Nat est devenu couleur de cendre. Il a fixé le coin vide où notre mère s'asseyait autrefois,
a tourné les talons et est ressorti directement par la porte d'entrée. Il ne supportait pas la profanation de son enfance. Brenda s'est précipitée pour combler l'air tendu. William nous a donné un budget pour rafraîchir l'endroit. Il a convenu que la propriété avait besoin d'une touche moderne si nous devions rester ici à long terme. Kendra s'est approchée de moi. Ses yeux analysaient chaque erreur structurelle, chaque morceau de déchet qu'Ashley avait acheté avec une carte de crédit. Elle pense qu'elles détiennent l'acte, a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible par-dessus la musique. Ton père les protège de la réalité des coups de possession, et elles agissent comme des gagnantes de loterie. Elles effacent ta mère, Bonnie, si tu les laisses établir ce genre de domination imméritée. Elles vont essayer de revendiquer une possession adverse ou de pousser pour un transfert d'acte. J'ai regardé Ashley, qui admirait son travail bon marché dans un miroir récemment accroché peint en laiton. Je me suis souvenu de la dernière conversation lucide que j'ai partagée avec ma mère. Eleanor était assise dans sa chambre d'hôpital, sa respiration superficielle, ses mains serrant un bloc-notes juridique. Les gens qui convoitent des choses qu'ils n'ont pas gagnées révèlent toujours leur vraie nature, m'a-t-elle dit. Ne les interrompez pas quand ils font des erreurs. Laissez-les construire leur château sur le sable. Quand la marée viendra enfin, vous n'aurez pas à lever un seul doigt pour l'avoir tout emporté. Je ne les laisse rien établir, ai-je murmuré en retour à Kendra. Je les laisse creuser leur propre tombe. Je me suis tourné vers Brenda. La peinture blanche est très vive, ai-je dit, gardant un ton vocal entièrement plat, dépourvu de toute émotion mesurable. Brenda a souri, sottement, prenant ma composure pour une soumission. C'est chic. Tu apprendras à l'aimer. Nous partons, ai-je dit. Je suis sorti du salon vidé et me suis dirigé vers la voiture au ralenti de Nat. Kendra m'a suivi. Avant d'atteindre le côté passager, elle s'est arrêtée brusquement, son regard verrouillé sur le bord rouillé de la benne à déchets. Impeccablement habillée d'un blazer marine sur mesure et de talons impeccables, ma belle-sœur est allée directement dans les débris de construction. Elle a ignoré la poussière et le bois éclaté. Elle a plongé profondément dans les décombres et en a sorti un enchevêtrement de métal oxydé. C'était le carillon avant en laiton vintage d'Eleanor, exactement celui qu'elle avait acheté à un artisan local lors de son premier été sur la côte. Il pendait autrefois sur le porche arrière, captant la brise atlantique, et teinté d'un ton profond et résonnant qui signalait que nous étions à la maison. Kendra a méthodiquement démêlé les lourds tubes en laiton, essuyé la crasse avec sa main nue et s'est approchée de moi. Elle l'a tendue comme une pièce de preuve récupérée. Elles ont jeté la musique, a-t-elle dit doucement. J'ai pris le lourd laiton dans mes mains. Le métal était froid contre mes paumes. Garde trace des reçus, a instruit Kendra, ses instincts de souscriptrice s'enflammant. Chaque morceau de dommage structurel qu'elle cause, chaque fixture qu'elle détruise, chaque modification non autorisée. Construis le registre. Quand le jour viendra, je veux voir les chiffres détaillés. J'ai hoché la tête, glissant le carillon dans mon sac en toile. Nous sommes montés dans la voiture et Nat a reculé hors de l'allée, laissant Ashley et Brenda jouer à la maison. Elles pensaient avoir sécurisé leur territoire. Elles croyaient que mon silence prouvait que je manquais de courage pour riposter. Mais au fil des saisons, leur soif d'illusion de richesse a commencé à dépasser les murs blancs stériles de cette propriété. La peinture et les meubles bon marché n'étaient plus suffisants pour satisfaire l'ego gonflant d'Ashley. Elle avait besoin que le quartier reconnaisse son autorité. Et pour cela, elle allait provoquer un ennemi rigide et impitoyable qui ne se souciait ni des familles recomposées ni des privilèges de belles-filles. 3 ans se sont étirés comme une longue et lente expiration. J'ai passé ces 36 mois à organiser les vies des autres, à restaurer des registres en ruine et à cataloguer des types de teintes fanées dans les voûtes climatisées de la société historique. Ma vie personnelle est restée une routine délibérée et imperturbée. Je visitais la tombe d'Eleanor le dimanche, laissant des hortensias blancs et lui parlant de la discipline silencieuse requise pour gagner une guerre d'usure. En bas à Rehoboth Beach, Brenda et sa fille étaient occupées à construire une réalité alternative. Elles s'étaient installées dans la communauté côtière, assistant à des mixeurs d'été et des galas de charité, portant le prestige immérité de propriétaires de propriétés en front de mer comme une robe de créateur volé. William planait en arrière-plan, un financier silencieux écrivant des chèques pour maintenir la pièce qu'il avait achetée au prix de l'héritage de sa propre fille. La tension s'est rompue début septembre, juste au moment où la saison touristique s'évaporait et que les locaux reprenaient la ville. Ashley,
enhardi par 3 ans de domination ininterrompue, a décidé que les bardeaux de cèdre immaculé de la maison étaient trop ennuyeux. Elle voulait que la propriété reflète sa personnalité vibrante et chaotique. Sans consulter personne, elle a engagé un entrepreneur discount pour peindre l'extérieur. La couleur qu'elle a choisie n'était ni un bleu marine nautique de bon goût ni un vert mer écume atténué. C'était renifle un corail néon agressif, une teinte qui agressait l'œil et jurait violemment avec toutes les autres maisons de la rue Soignée. Dans un quartier régi par l'une des associations de propriétaires les plus impitoyables de la Côte-Est, ce n'était pas une erreur mineure. C'était une déclaration de guerre. La Raobat Coastal Preservation Society opère avec l'efficacité d'un tribunal militaire. Elle mandate des palettes de couleurs spécifiques, restreigne les modifications paysagères et émettent des amendes pour les poubelles laissées sur le trottoir après le crépuscule. Un extérieur en corail néon non autorisé était une violation apocalyptique. J'ai appris la catastrophe un mardi matin. J'étais en train d'examiner une nouvelle collection de cartes maritimes quand mon email sécurisé a bipé. Le message venait de Harrison Cole, l'avocat qui gérait Parker Coastal Holdings LLC. L'objet disait « Violation urgente de propriété et privilèges en attente ». J'ai ouvert le PDF joint. C'était un avis formel du conseil de l'association des propriétaires adressé à la LLC. Le document décrivait la modification non autorisée, citait 5 violations distinctes de codes architecturaux et évaluait une pénalité immédiate de 15 000 $. De plus, l'avis indiquait explicitement que si les amendes n'étaient pas payées et la maison repeinte dans une couleur historique approuvée dans les 14 jours, l'association placerait un privilège légalement contraignant sur la propriété et engagerait des procédures de saisie. Ashley avait traité le sanctuaire en front de mer comme une maison de fraternité, et maintenant sa vanité menaçait de démanteler l'actif même que j'avais juré de protéger. J'ai appelé William immédiatement. Il a décroché à la 3e sonnerie, le bruit de fond suggérant qu'il était à son bureau. « Papa » ai-je dit, gardant ma voix égale. « Qu'est-ce qu'Ashley a fait à l'extérieur de la maison ?» William a soupiré, le son lourd et las d'un homme faisant constamment des excuses. « Bonnie, ce n'est que de la peinture. » Elle s'exprime. Elle trouvait le gris trop déprimant. Elle décore juste. Ça donne de la personnalité à l'endroit. L'association des propriétaires l'a-t-elle contacté? Ai-je demandé, ignorant sa rationalisation pathétique. Il a gloussé, un son nerveux et dédaigneux. Elles ont envoyé quelques lettres en colère. Brenda a dit à Ashley de les ignorer. Ces membres du conseil sont juste des retraités fouineurs qui n'ont rien de mieux à faire. Ça passera. Nous sommes une famille recomposée, Bonnie. Nous devons laisser les filles faire de l'espace leur propre. Ce ne sont pas juste des lettres, papa. Ce sont des citations formelles. Ça va, a-t-il insisté, sa voix se resserrant. Je m'en occupe. Je parlerai au président du conseil la semaine prochaine. Ne t'inquiète pas de choses qui ne te concernent pas. Il a raccroché. Il était inconscient. Il croyait sincèrement que quelques mots polis et son charme inné pourraient passer outre un pacte architectural légalement contraignant. Il ne comprenait pas que Brenda et Ashley l'avaient acculé dans un coin avec un groupe de personnes qui communiquaient exclusivement par avocats et privilèges. Je ne l'ai pas rappelé. Je n'ai pas tenté d'expliquer la ruine financière imminente. J'ai appelé Harrison Cole. Payer les amendes, ai-je instruit, fixant les murs gris atténués de ma salle d'archives. Tous les 15 000 $. Autoriser l'entrepreneur préféré de l'association à enlever la peinture néon et à restaurer les bardeaux de cèdre d'origine. Dites-leur d'envoyer la facture directement à la LLC. Harrison, un homme qui parlait en phrases mesurées et juridiquement précises, a fait une pause à l'autre bout de la ligne. Vous comprenez que payer cela reconnaît la violation et assume le fardeau financier? Nous pourrions contester, forcer les occupants à gérer les retombées. Non, ai-je répondu. Si nous les forçons à gérer cela, elles découvriront trop tôt la structure de la LLC. Elles réaliseront qu'elles ne détiennent pas l'acte. Nous les gardons aveugles. Payer depuis le compte du trust aveugle. Il y a un avantage stratégique ici, Bonnie, a noté Harrison, le son d'un stylo grattant du papier audible sur la connexion. En payant les amendes et en autorisant les réparations via la LLC, nous établissons une piste papier vérifiée par une tierce partie. Nous documentons que les occupants causent des dommages importants non autorisés à la propriété et que le propriétaire légal intervient pour atténuer la perte. Exactement, ai-je dit. Nous construisons le registre.
Cela a coûté 28 000 $ à la LLC pour effacer l'erreur de Cora Néon d'Ashley. Les entrepreneurs de l'association sont arrivés sans préavis un mercredi matin armés de nettoyeurs haute pression et d'échafaudage. Selon Kendra, qui était passée devant la propriété sur le chemin d'une vérification de succursale bancaire, Brenda s'était tenue sur le porche en hurlant au contremaître, menaçant d'appeler la police. Le contremaître lui avait simplement remis un ordre de travail autorisé par Parker Coastal Holdings LLC, ignorait ses hystéries et commençait à projeter la peinture néon du bois. Brenda et Ashley ont supposé que William avait enfin capitulé et engagé l'équipe pour éviter un procès. William, trop lâche pour admettre qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait, a pris le crédit. Il les a laissés croire qu'il avait fléchi son muscle financier pour résoudre le problème. L'illusion de leur propriété est restée intacte, renforcée par le besoin désespéré de mon père de jouer le sauveur, mais la réalité était méticuleusement documentée dans mon bureau à domicile à Wilmington. Ce soir-là, j'étais assise à ma table de salle à manger avec un épais classeur lourd. La reliure était étiquetée en gros marqueurs noirs, violation des locataires. Je l'ai ouvert à une nouvelle section et ai glissé l'avis d'amende de l'association, la facture de l'entrepreneur et les reçus de transferts bancaires compensés dans des pochettes en plastique immaculé. Ce n'était pas juste des factures. C'étaient des armes. C'étaient des preuves légales qu'Ashley n'était pas une propriétaire exprimant son style. Elle était une squatteuse destructive et non autorisée qui nécessitait une gestion constante et coûteuse. Chaque dollar que la LLC dépensait pour réparer ses erreurs était un autre dollar ajouté à la facture rétroactive qu'elle finirait par affronter. J'ai passé mon index sur l'encre noire nette du nom de la LLC sur le reçu de l'entrepreneur. Parker Coastal Holdings. J'étais le propriétaire silencieux regardant mes locataires parasites danser sur des planchers qu'elles ne possédaient pas, accumulant une dette qu'elles ne pourraient jamais rembourser. Elles pensaient gagner parce que je ne ripostais pas. Elles ne réalisaient pas que dans une guerre de papier, le silence est simplement le son d'un piège qui se referme. Avec l'extérieur restauré et l'association apaisée, la propriété est retombée dans un calme trompeur. Brenda et Ashley sont retournées à leur gala et à leur flux de médias sociaux soignés, confiantes que tout problème qu'elles créaient pouvait être balayé par le chéquier de William. Elles avaient survécu à leur première crise majeure sans une seule conséquence. Mais leur arrogance s'étendait, gonflant vers la marque critique des 5 ans, un jalon légal qui enlèverait leur filet de sécurité et marmerait de l'autorité pour brûler leur illusion jusqu'au sol. 1826 jours. Dans les voûtes d'archives silencieuses où je passe mes matinées, 5 ans sont à peine une respiration. La poussière prend plus de temps que cela pour se déposer sur un registre d'expédition du XIXe siècle. Mais dans le royaume des trusts irrévocables et du droit successoral, 5 ans est un purgatoire méticuleusement calculé. Eleanor l'avait conçu ainsi. Elle savait que le deuil pouvait rendre une personne molle et susceptible à la manipulation. Elle savait aussi que la cupidité, donnée suffisamment de temps, aveuglerait un voleur à sa propre vulnérabilité. Un mardi matin frais d'octobre, j'étais assise en face de l'avocat Harrison Cole. Son bureau sentait le chêne poli et le café torréfié sombre coûteux. Il a glissé un épais dossier relié en cuir sur la surface immaculée de son bureau. La période d'attente est terminée, a déclaré Harrison, sa voix portant le rythme régulier et ininterrompu d'un métronome. Le gel légal sur le trust de votre mère a expiré à minuit. Parker Coastal Holdings est maintenant entièrement investi. Vous possédez un contrôle opérationnel total sur les actifs. J'ai ouvert le dossier. Les documents à l'intérieur étaient imprimés sur du papier épais nécessitant ma signature sur 6 lignes différentes. En signant ces pages, la dynamique de pouvoir invisible s'est entièrement inversée. Je détenais maintenant l'autorité légale de liquider la propriété de Rehoboth Beach. J'avais le droit de signifier un avis d'expulsion immédiat. J'avais la qualité pour poursuivre en justice pour chaque dollar de dommages. Harrison m'a tendu un lourd stylo en argent. Voulez-vous que je rédige l'avis de départ de 30 jours, a-t-il demandé. J'ai signé mon nom avec des traits délibérés et réguliers. Non, ai-je répondu, rebouchant le stylo et le reposant sur le bureau. Si nous les expulsons maintenant, elles feront leurs valises, pleureront auprès de mon père d'être victimisées et partiront propres. Elles doivent croire qu'elles sont intouchables jusqu'au moment exact où elles tombent. Nous attendons. Tandis que je détenais l'autorité légale, Ashley et Brenda s'accrochaient à une illusion périlleuse. Elles étaient dangereusement à l'aise. Elles traitaient le domaine en front de mer comme leur royaume personnel. Ignorantes du fait qu'elles dansaient sur une trappe. Ashley se noyait dans des dettes non garanties.
J'ai appris l'étendue de sa spirale financière imprudente lors d'une brève rencontre autour d'un café avec ma belle-sœur. Kendra m'a rencontré près du siège de la banque, son blazer sur mesure tranchant une silhouette nette contre le vent d'automne. Elle n'a pas violé les strictes lois de confidentialité bancaire, mais elle savait lire les signes publics visibles d'un désastre financier. Ashley tire parti de son style de vie contre un actif fantôme, a noté Kendra en sirotant son espresso. Elle vient de louer un nouveau SUV de luxe. Elle porte des marques de créateurs qui coûtent plus que son salaire mensuel de détaillante. Les gens ne dépensent comme ça que quand ils croient qu'un énorme filet de sécurité attend en dessous. Elle pense que cette maison de plage est sa garantie. William était l'ennablé épuisé finançant la mascarade quotidienne. Il paraissait une décennie plus vieux que son âge réel. Ses épaules s'affaissaient sous le poids des demandes constantes de Brenda pour des améliorations domiciliaires et des requêtes occasionnelles d'Ashley pour de l'argent liquide. Il drainait ses propres économies pour maintenir la paix, évitant le conflit à chaque tournant. Il a acheté dans la fantaisie parce qu'admettre la vérité signifiait reconnaître qu'il avait remis l'héritage de sa fille à une paire d'escrocs. Il a choisi la misère silencieuse de la conformité plutôt que le travail difficile de s'opposer à sa nouvelle épouse. La tension mijotait juste sous la surface de chaque interaction familiale. Elle manquait de pistes d'atterrissage et la pression forçait Ashley dans un coin serré. La collision inévitable s'est produite lors d'un dîner familial forcé dans le centre-ville de Wilmington. William a insisté pour nous emmener dans un restaurant de fruits de mer haut de gamme sur le front de rivière pour célébrer l'anniversaire de son mariage avec Brenda. C'était une cruelle ironie, mais j'ai assisté uniquement pour observer les fissures se formant dans leur façade. Brenda portait trop de bijoux, les lourdes chaînes en or jurant avec son parfum fort. Ashley est arrivée 20 minutes en retard, portant un sac à main en cuir matelassé qui criait à haut intérêt de crédit. William a payé le voiturier, son visage tendu alors qu'il examinait les prix exorbitants du menu du restaurant. Tout au long du repas, Ashley a dominé la conversation. Elle a commandé des entrées chères et du vin premium sans regarder le coût. Elle parlait fort, s'assurant que les tables voisines pouvaient entendre ses vantardises sur les valeurs immobilières côtières. Le marché de Rehoboth grimpe en flèche en ce moment, a déclaré Ashley en faisant tourner son verre de vin. Je regardais les ventes comparables récentes dans notre quartier. L'équité est incroyable. C'est mon nid ultime. J'ai pris une lente gorgée de mon eau pétillante. L'audace pure de son illusion était à couper le souffle. Elle ne possédait pas un seul grain de sable sous cette fondation, pourtant elle était assise là à calculer sa richesse imaginaire. Brenda rayonnait d'une fierté imméritée. William fixait son assiette, poussant un morceau de poisson grillé avec sa fourchette. Il connaissait la vérité sur l'acte, mais sa lâcheté gardait sa bouche fermée. Ashley s'est penchée sur la nappe en lin, ses yeux se rétrécissant en me regardant. Elle voulait tourner le couteau. Elle voulait affirmer sa domination sur l'archiviste calme et ennuyeuse assise en face d'elle. « Tu devrais venir nous rendre visite parfois, Bonnie » a-t-elle offert, son ton dégoulinant de générosité moqueuse. Nous venons de redécorer la chambre d'amis à nouveau. Ça te ferait du bien de voir ce que nous avons fait de l'endroit. Je l'ai regardé. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas trahi une once du pouvoir légal mortel reposant actuellement dans mon coffre-fort à domicile. J'ai laissé le silence s'étirer pendant 5 longues secondes. Je l'ai laissé flotter dans l'air lourd jusqu'à ce que son sourire confiant commence à vaciller sous le poids de mon regard. Puis j'ai tourné la tête vers mon père. « Papa » ai-je dit, un sourire doux et poli touchant mes lèvres. « Pourrais-tu me passer le sel ?» William a tressailli, sa main tremblant légèrement alors qu'il me tendait rapidement le shaker en argent. Il a reconnu le ton. C'était exactement le ton que ma mère utilisait quand elle avait déjà gagné une dispute et attendait simplement que l'autre personne rattrape. Le dîner s'est terminé peu après que les assiettes à dessert aient été débarrassées. Alors que nous attendions sur le trottoir que le voiturier amène les voitures, Ashley textait frénétiquement sur son téléphone. Elle se plaignait bruyamment à Brenda d'avoir besoin d'argent liquide pour une énorme nouvelle opportunité d'investissement. Elle se plaignait des saisons changeantes et mentionnait le temps chaud à Miami. Elle était désespérée, surendettée et cherchait une stratégie de sortie rapide. Le piège de 5 ans était entièrement armé. L'appât était posé. Et poussée par sa propre cupidité implacable, Ashley courait déjà vers le déclencheur. Le poids écrasant du luxe immérité finit par fracturer même les illusions les plus fortes. Ashley avait passé 5 ans à traiter sa limite de crédit comme une fontaine sans fin,
finançant un style de vie conçu exclusivement pour la consommation publique. Derrière les photographies soignées et les lunettes de soleil de créateur, sa réalité financière se décomposait rapidement. Les relevés arrivaient dans des enveloppes épaisses et urgentes. Son salaire de détaillante couvrait à peine les paiements minimums mensuels sur sa dette croissante. L'illusion immaculée qu'elle avait construite à Rehoboth Beach commençait à l'étouffer. Elle avait besoin d'une stratégie de sortie, d'un gain lucratif pour effacer l'ardoise et élever son statut. Elle a trouvé son salut dans des brochures brillantes vantant un immeuble en préconstruction à Miami. Le développement floridien promettait des fenêtres du sol au plafond, des piscines à débordement et des services de conciergerie exclusifs. C'était le sanctuaire parfait pour une escroque cherchant un nouveau public. Ashley a convaincu sa mère que vendre la propriété du Delaware était un coup de génie financier. Brenda a soutenu férocement le plan. Pour Brenda, liquider le domaine en front de mer représentait le prix ultime, l'encaissement final des jetons qu'elle croyait avoir gagnés le jour où elle avait épousé mon père. Elle calculait les valeurs marchandes côtières en hausse, divisant les profits imaginaires autour du café du matin, dépensant déjà de l'argent qui n'existait pas. La confiance est un trait dangereux quand elle est entièrement infondée. Opérant sous l'hypothèse que la conformité silencieuse de William équivalait à la propriété légale, Ashley a contacté la courtière immobilière de luxe la plus prestigieuse du comté de Sussex. Elle a engagé Diane Fox. Diane était une courtière chevronnée qui naviguait dans les transactions en front de mer à 8 chiffres avec une précision clinique. Elle conduisait une berline allemande immaculée, portait des costumes sur mesure et ne souffrait aucun idiot. Quand Diane est arrivée à la propriété pour la consultation initiale, elle a calculé mentalement le coût élevé pour annuler la peinture blanche bon marché d'Ashley et les sols en vinyle fragile. Pourtant Diane savait que la terre sous la fondation valait des millions. L'emplacement seul garantissait une vente rapide. Assise à la table de salle à manger de ma défunte mère, Ashley a signé en toute confiance un accord de listing exclusif de 6 mois. Elle s'est présentée comme la seule propriétaire, inventant un récit fabriqué sur l'héritage du domaine de son généreux beau-père. Diane a souri, collecté les documents signés et promis de lancer une campagne de marketing premium la semaine suivante. Les agents immobiliers professionnels n'opèrent pas sur la foi. Ils opèrent sur des données vérifiées. Le matin après la consultation, Diane a remis le dossier à son équipe de parajuristes pour obtenir un engagement de titre préliminaire. C'est une procédure de routine standard conçue pour vérifier les limites, vérifier les privilèges existants et confirmer le propriétaire légal enregistré avant qu'une agence investisse du capital dans la publicité d'une propriété. J'ai reçu la séquence exacte de leur chute directement de Harrison Cole. En tant qu'agent enregistré pour le trust de ma mère, son bureau a été immédiatement alerté au moment où la compagnie de titres a accédé à la base de données officielle du comté. La parajuriste a sorti l'acte du bureau de l'enregistreur des actes du comté de Sussex. Le nom imprimé sur le document de transfert légal n'était pas Eleanor Parker. Ce n'était pas William Parker. Ce n'était certainement pas Ashley. Le propriétaire enregistré était Parker Coastal Holdings LLC. Diane a examiné le rapport de titre assise dans son bureau du centre-ville. Elle a recoupé l'entité corporative via la base de données de l'État. La société était active, en excellent standing, et gérée par un trust privé. Les noms des occupants actuels n'apparaissaient sur aucune page des statuts de la société. L'accord de listing qu'Ashley avait signé 24 heures plus tôt était pire qu'invalide. C'était un document frauduleux. L'illusion s'est brisée précisément à 10 heures du matin. Diane a composé le numéro de téléphone portable d'Ashley. Ashley a répondu à la première sonnerie, s'attendant à une mise à jour sur le calendrier de photographie professionnelle. Au lieu de cela, elle a reçu une dose froide de réalité légale. « Ashley, nous avons un problème important avec votre accord de listing », a déclaré Diane. Sa chaleur professionnelle remplacée par un ton rigide et prudent. La recherche de titres préliminaires est revenue ce matin. Vous n'êtes pas la propriétaire enregistrée de cette propriété. Ashley a ri, un son fin et nerveux. Il doit y avoir une confusion. Mon beau-père gère toute la paperasse ennuyeuse. La maison est à moi. William n'est pas non plus sur l'acte, a clarifié Diane, sa voix baissant d'une octave. La propriété est détenue par une entité corporative privée. Vous n'avez zéro autorité légale pour lister, modifier ou vendre ce domaine. Je ne peux pas vous représenter. Je suis légalement obligé d'annuler notre contrat immédiatement. Le silence à l'autre bout de la ligne était lourd. La route d'échappement financière vers Miami a été brusquement bloquée.
Un mur de briques se matérialisant sur leur chemin. Brenda, qui écoutait à proximité, a arraché le téléphone de la main de sa fille. Elle a déchaîné un torrent d'accusations hostiles. Accusant Diane d'incompétence, exigeant que la courtière répare la paperasse et menaçant d'engager une agence rivale. Diane n'a pas argumenté. Elle a simplement conseillé à Brenda de consulter un avocat immobilier et a terminé l'appel. La panique est une émotion fascinante à observer de loin. Elle enlève tout faux semblant et expose le noyau brut et frénétique d'une personne. Refusant d'accepter l'effondrement de sa fantaisie, Brenda a pris ses clés de voiture et a conduit directement au bâtiment administratif du comté de Sussex. Elle a marché dans le bureau de l'enregistreur des actes, son visage rougi par l'indignation, prête à exercer sa domination sur un employé gouvernemental. Elle a claqué ses mains sur le comptoir public et a exigé de parler à un superviseur concernant une erreur cléricale critique sur son dossier de propriété. L'employé, immunisé contre les théatrix des résidents prétentieux, a calmement demandé l'adresse. Il a tapé les informations dans son terminal, ses yeux scannant le registre numérique. « Madame, il n'y a pas d'erreur cléricale », a dit l'employé en tournant légèrement l'écran pour que Brenda puisse voir. Cet acte a été légalement transféré et enregistré il y a plus de 5 ans. Brenda a pointé un doigt tremblant vers l'affichage. « Mon mari possède cette maison. William Parker, vous devez corriger cette erreur tout de suite. » L'employé a ajusté ses lunettes, son ton passant de poli à ferme. « William Parker ne possède pas cet immeuble. Le seul propriétaire est Parker Coastal Holdings LLC. À moins que vous ne soyez un membre gestionnaire vérifié de cette société spécifique, je ne peux plus modifier, libérer ou discuter ces documents avec vous. Passez une bonne journée. » Brenda est restée figée dans le hall municipal. Le nom de la société a résonné dans son esprit, un fantôme invisible qui avait silencieusement surveillé chacun de ses mouvements pendant une demi-décennie. Elle n'avait jamais entendu ce nom auparavant, mais les implications étaient instantanément terrifiantes. Elle ne possédait pas les murs dans lesquels elle dormait. Elle ne possédait pas l'allée sur laquelle elle garait. Elles avaient passé 5 ans à traiter un actif de plusieurs millions de dollars comme un terrain de jeu personnel. Et le vrai propriétaire était une entité corporative sans visage qui venait de se matérialiser des ombres pour verrouiller les portes. Les contrats de préconstruction de Miami exigeaient un dépôt en espèces substantielles non remboursables dans les jours suivants. Les créanciers d'Ashley tournaient. Les meubles en simili-cuir, le désastre de peinture corail néon, les lunettes de soleil de créateur, tout était construit sur une fondation de sable volé. Elles ont réalisé qu'elles étaient entièrement impuissantes. Pour résoudre la crise, elles avaient besoin de l'homme qu'elles supposaient détenir la clé du château. Elles avaient besoin que William surpasse la bureaucratie. Et si William ne pouvait pas le faire, elles avaient besoin que l'archiviste calme et ennuyeuse de Wilmington signe le problème. Elles se sont préparées à me convoquer, convaincues que la pression familiale pourrait démanteler une forteresse légale en fer. Elles allaient apprendre que mon silence au cours des 5 dernières années n'était pas un acte de reddition. C'était simplement la patience requise pour regarder un piège se refermer. La convocation est arrivée par message texte à 14 heures. Ce n'était pas une invitation. C'était une directive de mon père exigeant ma présence dans un steakhouse du centre-ville de Wilmington à 18 heures. Le restaurant était un établissement que William fréquentait quand il avait besoin de projeter de l'autorité. Un endroit de cabine en acajou sombre et d'éclairage tamisé conçu pour intimider les subordonnés. Je savais exactement pourquoi j'étais convoqué. L'onde de choc de la liste immobilière avortée de Diane Fox avait finalement atteint le centre de leur illusion. Je suis arrivé précisément à 18 heures. L'hôtesse m'a conduite à une cabine circulaire dans le coin arrière. William était déjà assis, un verre de scotch à moitié vide reposant près de sa main. Il paraissait usé, son allure polie habituelle se défaisant sous le stress. Brenda était assise à côté de lui, sa posture rigide, sa mâchoire verrouillée. Ashley était absente. Elles avaient clairement jugé la situation trop critique pour son tempérament volatile, préférant me coincer sans interférence d'audience. Je me suis glissé dans la cabine en cuir en face d'elle. Je n'ai pas commandé de boisson. J'ai demandé un café noir au serveur et ai croisé les mains sur la nappe blanche immaculée. Brenda n'a pas pris la peine des plaisanteries. Elle s'est penchée en avant, ses yeux flamboyants d'un mélange de fureur vertueuse et de panique profonde. « Quel genre de jeu joues-tu, Bonnie » a-t-elle sifflé, sa voix vibrant de rage à peine supprimée. Ashley a essayé de lister la maison de Raobat ce matin.
La courtière a sorti un rapport de titre qui prétend que la propriété appartient à une sorte de société écran, Parker Coastal Holdings. Je l'ai regardé, mon expression délibérément vide. Ce n'est pas une société écran, Brenda. C'est une société à responsabilité limitée légalement enregistrée. Je me fiche de comment tu l'appelles, a-t-elle claqué, frappant la table avec son index. Tu es allé derrière notre dos. Tu as saboté le titre. Tu as manipulé les registres du comté pour nous exclure de notre propre propriété. Elle croyait sincèrement que j'avais orchestré une conspiration bureaucratique massive du jour au lendemain. Son ignorance du droit successoral de base était profonde. Elle ne pouvait pas comprendre que la forteresse avait été construite longtemps avant qu'elle ne déballe sa première valise. William s'est éclairci la gorge, ajustant son col comme si la pièce était soudain devenue trop chaude. « Bonnie, s'il te plaît » a-t-il bégayé, adoptant le ton apaisant qu'il utilisait pour désamorcer les disputes d'entreprise. « Soyons raisonnables. Il y a clairement eu un malentendu. Ta mère a mis en place ce trust quand elle était malade. Elle ne pensait pas clairement. Elle a toujours voulu que nous fonctionnions comme une famille recomposée. Ashley a besoin de l'équité de cette maison pour commencer sa vie à Miami. Il réécrivait l'histoire pour apaiser sa propre lâcheté. Eleanor n'était jamais confuse. Son esprit était plus tranchant dans ces derniers jours que celui de William ne l'avait été toute sa vie adulte. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle construisait un coffre-fort pour protéger mon héritage de l'homme même assis en face de moi. Nous avons juste besoin que tu corriges ça, a continué William, sa voix adoptant un bord suppliant et désespéré. Signe simplement tous les papiers nécessaires pour transférer l'acte à Ashley. Nous pouvons dissoudre la LLC demain. Ce n'est que du papier, Bonnie. Ce n'est qu'une formalité technique. Ne déchire pas cette famille pour une formalité technique. Il me demandait de remettre volontairement un domaine côtier de plusieurs millions de dollars pour apaiser son épouse exigeante. Il me demandait d'invalider le dernier souhait de ma mère pour ne pas avoir à dormir sur le canapé. J'ai pris ma tasse de café, sentant la chaleur irradier à travers la céramique. Je n'en ai pas pris une gorgée. Je l'ai reposée précisément au centre de la soucoupe. Laissez-moi expliquer la réalité de votre situation, ai-je dit. Ma voix était basse, portant le détachement clinique que j'utilisais en cataloguant des artefacts historiques. Ma mère a placé la propriété de Raobat dans un trust irrévocable qui gère Parker Coastal Holdings LLC. Elle l'a conçu avec une période de vesting de 5 ans pour empêcher les erreurs financières motivées par le deuil. J'ai regardé la couleur quitter le visage de William alors qu'il reconnaissait la terminologie légale. Il a réalisé que je n'étais pas une archiviste naïve. J'étais l'exécutrice d'une stratégie légale exécutée sans faille. Tu ne possèdes pas la maison, papa, ai-je continué, mon regard verrouillé sur le sien. Tu ne l'as jamais possédée. Et Ashley certainement pas. Elle a passé les 5 dernières années à occuper une propriété sans bail, sans payer de loyer et sans un seul brin d'autorité légale. Brenda a halté, sa main volant à sa poitrine. Tu appelles ma fille une squatteuse? Je l'appelle exactement ce que la loi l'appelle, ai-je répondu. Elle est une occupante non autorisée qui a causé des dommages importants à la propriété. J'ai payé l'amende de 15 000 $ de l'association quand elle a peint l'extérieur en corail néon. J'ai payé les entrepreneurs pour la réparer. Parker Coastal Holdings détient les reçus. Les yeux de Brenda se sont élargis d'horreur. Elle a enfin compris pourquoi la crise de l'association avait disparu si tranquillement. Elle a réalisé que l'entité silencieuse avait documenté chacun de leurs faux pas. Tu dois le signer, a murmuré William, se penchant sur la table, sa composure entièrement brisée. Bonnie, elles ont des contrats non remboursables en Floride. Si elles n'obtiennent pas l'équité de la maison de Raobat, Ashley est en faillite. Brenda est en faillite. Nous allons tout perdre. J'ai regardé l'homme qui avait laissé l'histoire de ma mère être jeté dans une benne à déchets. J'ai regardé la femme qui avait orchestré l'effacement. Elle se noyait, tendant la main vers la personne même qu'elles avaient ignorée pendant 5 ans, s'attendant à ce que j'agisse comme leur bouée de sauvetage. Je ne signe rien, ai-je déclaré. L'acte reste avec la LLC. La propriété ne sera pas vendue pour financer le condo de luxe d'Ashley. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé Brenda, ne se souciant plus de qui l'entendait dans l'élégant restaurant. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas simplement nous enfermer dehors. Je me suis levé de la cabine en cuir.
Le mouvement soudain la fait taire. J'ai plongé la main dans mon sac à main et sorti un billet de $20 net. Je l'ai placé doucement sur la nappe blanche en lin juste à côté de ma tasse de café noir intacte. C'était un écho délibéré et exact de ma mère. Eleanor terminait les négociations commerciales hostiles exactement de la même façon, laissant un billet de $20 pour couvrir sa boisson avant de sortir de la pièce, signalant que la conversation était entièrement dépourvue de valeur. William a fixé l'argent. Il a immédiatement reconnu le geste. La manifestation physique du fantôme d'Eleanor assise à la table a écrasé le souffle restant de ses poumons. Il s'est affaissé dans la cabine, ses yeux fixés sur le billet de $20 dans une onde profonde et inévitable. Je me suis retourné et suis sorti du steakhouse. Je n'ai pas regardé en arrière. En refusant formellement et verbalement de céder la LLC, j'avais tracé une frontière incassable. J'avais fermé la porte sur toute possibilité de compromis légal. Brenda et Ashley étaient maintenant piégées dans un vide financier en train de s'effondrer rapidement. Elles avaient besoin de millions de dollars pour conclure l'affaire de Miami, et leur seule garantie venait d'être rendue totalement inaccessible. Le désespoir engendre une mauvaise calcul sévère. Je savais que Brenda n'accepterait pas la défaite. Elle était trop fière, trop prétentieuse pour laisser la fantaisie floridienne s'évaporer. Si la voie légale était bloquée par une archiviste inflexible, Brenda chercherait inévitablement un chemin alternatif. Elle chercherait un raccourci. Elle chercherait un moyen de contourner la LLC entièrement, la poussant directement vers le précipice dangereux de la criminalité fédérale. Le billet de $20 que j'avais laissé sur la table du steakhouse n'a pas inspiré l'humilité. Pour une femme comme Brenda, la défaite était un concept étranger, une langue étrangère qu'elle refusait d'apprendre. Quand l'entitlement est poussé dans un coin, il ne se rend pas. Il métabolise le rejet en venin. Elle est retournée à la propriété de Rehoboth Beach ce soir-là avec un objectif dangereux singulier. Elle ne permettrait pas à une archiviste calme de démanteler sa fantaisie floridienne. Les développeurs de préconstruction de Miami envoyaient des emails urgents. La date limite pour le dépôt en espèces non remboursables approchait rapidement. Sans ce capital, Ashley perdrait le condo de luxe, perdant son statut imaginaire et exposant sa dette de détaillante écrasante au monde. William s'était retiré dans une coquille défensive, s'enfermant dans son bureau à domicile avec une bouteille de scotch. Incapable de résoudre la crise et réticent à affronter les conséquences, il s'était prouvé entièrement inutile. Brenda a réalisé qu'elle devait ingénierer une solution par elle-même. Elle avait besoin d'un raccourci autour du blocage légal que j'avais érigé. Si l'acte était verrouillé dans un coffre corporatif, Brenda a décidé qu'elle allait simplement crocheter la serrure. L'ignorance combinée au désespoir est un catalyseur mortel. Brenda ne comprenait pas l'architecture complexe du droit des sociétés, mais elle comprenait les mécaniques du levier et de la corruption. Elle savait qu'elle ne pouvait pas engager un avocat respectable du Delaware pour faciliter son schéma. Les avocats professionnels font des vérifications de conformité. Ils vérifient les identités. Elle avait besoin de quelqu'un opérant en marge. Quelqu'un dont la boussole morale était suffisamment brisée pour regarder ailleurs contre une pile de devises non traçables. À travers des canaux discrets et des conversations voilées avec des connaissances louches, Brenda a localisé un notaire public juste de l'autre côté de la frontière de l'État en Pennsylvanie. C'était un homme se noyant dans ses propres dettes non divulguées, opérant depuis un bureau de préparation de déclaration d'impôts dans un centre commercial. Il ne se souciait pas de l'intégrité des documents qu'il tamponnait. Il ne se souciait que de l'enveloppe de billets de $100 que Brenda a placée sur son bureau en stratifié rayé. Le plan était audacieux dans sa simplicité. Elle ne pouvait pas vendre l'immobilier parce que le titre appartenait à Parker Coastal Holdings. Par conséquent, elles allaient détourner la société elle-même. L'exécution du crime a eu lieu tard un mardi soir. Le vent côtier secouait les fenêtres de la maison de Rehoboth. À l'intérieur, la cuisine blanche stérile brillait sous l'éclairage encastré. Ashley était assise à l'îlot en marbre. Une épaisse pile de papier d'imprimante vierge reposait devant elle. Sa main serrait un stylo à billes encre bleue. Brenda se tenait au-dessus de l'épaule de sa fille. Elle tenait un document légitime, un ancien formulaire d'assurance volé du classeur de William. Au bas de ce formulaire se trouvait ma véritable signature. Ashley fixait mon écriture. Elle a abaissé son stylo sur le papier vierge et a commencé à tracer les lignes invisibles dans l'air. Puis elle a posé l'encre. Elle a pratiqué les courbes de mon nom. Elle a lutté au début. Les boucles étaient trop larges,
la pression trop légère. Brenda aboyait des corrections, sa voix aiguë et implacable dans la maison silencieuse. Elle pointait le penchant rigide distinct des lettres majuscules, la façon précise dont l'encre traînait à la fin du nom de famille. Ashley a déchiré les tentatives ratées, les jetant de côté et recommençant. Elles sont restées assises là pendant 3 heures. L'acte physique de falsification est un exercice de mémoire musculaire. Vous devez supprimer votre propre rythme naturel pour habiter la cadence de quelqu'un d'autre. Ashley a tracé, copié et répété le mouvement jusqu'à ce que l'encre bleue coule sans hésitation. À minuit, elle a produit une signature indistinguishable de l'original. Elle possédait exactement la géométrie clinique stoïque de ma propre écriture. Brenda a ramassé le papier, le tenant sous les lumières vives de la cuisine. Un sourire froid s'est étendu sur son visage. Elle a rassemblé les dizaines de tentatives ratées de l'îlot en marbre. Elle a porté les feuilles froissées à l'évier en acier inoxydable, a frappé une longue allumette en bois et l'a laissée tomber dans le tas. Le papier a pris feu instantanément. Brenda a regardé la preuve brûler, la lueur orange illuminant son visage alors que la fumée s'enroulait vers le ventilateur d'extraction. Elle a ouvert le robinet, lavant les cendres noircies dans l'égout. Elle a essuyé ses mains sur un torchon, entièrement convaincue qu'elle avait orchestré un crime en col blanc sans faille. Le document contrefait était un chef-d'œuvre de modèle Internet téléchargé. Brenda avait trouvé un amendement d'accord d'exploitation de société à responsabilité limitée générique en ligne. Elle a rempli les blancs avec du jargon légal conçu pour sonner officiel. Le texte frauduleux dépouillait explicitement de tout pouvoir exécutif, retirait mon nom du registre corporatif et installait Ashley comme seul membre gestionnaire de Parker Coastal Holdings. Le notaire de Pennsylvanie a appliqué son sceau officiel en relief à la signature falsifiée, validant le mensonge pour son enveloppe d'argent liquide. Dans cette seule transaction, Brenda et Ashley ont franchi un seuil terrifiant. Elles sont passées d'ennuyeuses parentes prétentieuses occupant une chambre d'amis à des auteurs actifs de vol d'identité et de fraude corporative. Elles ont échangé la manipulation mesquine contre des infractions fédérales entraînant des peines de prison obligatoires. Armées de l'amendement corporatif falsifié, leur chemin vers la fortune floridienne semblait clair. Puisqu'une vente directe prendrait trop de temps et impliquerait trop d'agents immobiliers curieux, elles ont pivoté leur stratégie. Elles ont ciblé un instrument financier conçu pour une injection de capital rapide. Elles ont préparé une demande pour une ligne de crédit hypothécaire jumbo sur valeur domiciliaire. Les mécaniques d'un prêt hypothécaire jumbo sur valeur domiciliaire sont complexes. Les prêteurs exigent une documentation étendue pour tirer parti d'un immobilier côtier de haute valeur. Brenda et Ashley ont passé des jours à rassembler des factures de services publics, des registres d'impôts fonciers que William avait inconsciemment fournis, et les papiers corporatifs falsifiés. Elles ont créé un portefeuille numérique impeccable de mensonges. Chaque fichier qu'elles ont compilé était une autre brique dans la cellule de prison qu'elles construisaient inconsciemment pour elles-mêmes. Ashley a ressenti une montée d'adrénaline en examinant la demande de prêt finalisée. La somme pure d'argent listée sur le formulaire de demande d'approbation était enivrante. Elle validait son image de soi déformée. Elle se voyait non comme une voleuse, mais comme une femme d'affaires avisée surpassant un système rigide et injuste. La culpabilité ne s'est pas enregistrée parce qu'elle avait passé toute sa vie à croire qu'elle méritait tout ce qu'elle désirait. Brenda partageait cette euphorie toxique. Elle voyait la signature falsifiée non comme un crime, mais comme une correction nécessaire à un univers défectueux. Elle s'était convaincue que le trust d'Eleanor était une insulte à son mariage, une barrière non naturelle qui nécessitait d'être démantelée par tous les moyens nécessaires. Brûler les feuilles d'entraînement dans l'évier était sa version d'un baptême, lavant les anciennes règles et inaugurant sa propre ère de contrôle. Elles ont scellé la demande dans une épaisse enveloppe prioritaire. Elles l'ont adressée à la division de souscription d'une institution financière importante du Delaware. Elles l'ont déposée dans une boîte de collecte postale bleue. La lourde porte métallique se fermant avec un écho satisfaisant. Elles sont parties de la boîte aux lettres en se sentant intouchables. La ligne d'horizon de la Floride était pratiquement visible à l'horizon. Le condo de luxe, la piscine à débordement, le prestige sans effort étaient tous à leur portée. Elles avaient contourné l'archiviste inflexible. Elles avaient surpassé la femme morte qui avait essayé de les enfermer dehors. Elles n'ont pas compris l'architecture rigide et impitoyable de la finance institutionnelle. Elles ne réalisaient pas qu'une signature falsifiée est un explosif volatile dans un écosystème bancaire numérique. Et elles ignoraient entièrement que leur enveloppe prioritaire était destinée au bureau même où Kendra passait ses journées à chasser les anomalies,
les discordances et les menteurs. L'architecture de la banque moderne est construite sur un cadre invisible et inflexible de surveillance algorithmique. Quand une demande de prêt de haute valeur entre dans le système, elle ne contourne pas l'examen par le charme ou l'entitlement. Elle déclenche une cascade de protocoles de vérification automatisés conçus spécifiquement pour traquer les anomalies. La Delaware Heritage Bank employait l'une des plateformes d'évaluation des risques les plus agressives de la côte est. Ashley croyait qu'elle glissait une falsification intelligente devant une bureaucratie endormie. En réalité, elle venait de nourrir un bâton de dynamite dans un scanner fédéral. La demande a atterri dans la file d'attente un jeudi matin. Elle a été traitée via les canaux d'admission initiaux sur le dos du profil financier fabriqué poli d'Ashley. Cependant, au moment où le système a traité le numéro d'identification fiscale pour Parker Coastal Holdings LLC, le logiciel automatisé de connaissance du client a rencontré un blocage critique. Le logiciel a signalé une discordance grave immédiate. Le registre corporatif listait le cabinet d'avocats de Harrison Cole comme agent enregistré et contact principal pour la LLC. Les nouveaux documents soumis listaient une travailleuse de détail de 24 ans avec un ratio dette-revenu élevé comme seul membre gestionnaire. De plus, la propriété agissant comme garantie était un domaine en front de mer non grevé valant des millions, un actif hautement inhabituel pour une candidate avec l'historique de crédit d'Ashley. Dans la hiérarchie rigide de la souscription bancaire, un drapeau de risque de niveau 1 nécessite une intervention humaine. Il contourne les analystes juniors et atterrit directement sur le bureau d'un souscripteur senior autorisé à évaluer la fraude hypothécaire potentielle. Le dossier a atterri sur le bureau de Kendra précisément à 10h15 du matin. Kendra était assise dans son bureau aux parois de verre, la rivière Delaware visible à travers les fenêtres du sol au plafond. Elle examinait un portefeuille immobilier commercial quand l'alerte rouge a illuminé son moniteur principal. Elle a ouvert le dossier sécurisé. Le nom de la candidate, Ashley, a sauté de l'écran. Kendra a fait une pause. Elle a pris une lente respiration mesurée, ses yeux scannant les documents numériques. C'était là, l'amendement d'accord d'exploitation de société à responsabilité limitée falsifié, le faux sceau de notaire de Pennsylvanie, le montant de prêt demandé, 850 000 $. Et au bas de la charte corporative contrefaite, éclatant dans son audace flagrante, se trouvait la signature falsifiée de sa belle-sœur. Kendra a ressenti une pointe froide d'adrénaline. Elle a reconnu l'écriture immédiatement. C'était une imitation spectaculaire du penchant rigide distinct de Bonnie. Mais Kendra avait passé des années à regarder Bonnie signer des cartes d'anniversaire et des mémos d'archives. La falsification était assez bonne pour tromper une machine, mais elle ne pourrait jamais tromper la famille. En tant que souscriptrice senior, Kendra était liée par des lois fédérales strictes de conformité. Elle ne pouvait pas simplement supprimer le dossier ou le rejeter par malice personnelle. Cela compromettrait son intégrité et mettrait en péril sa carrière. Elle devait opérer entièrement dans les limites des protocoles de l'institution, armant les propres règles de la banque contre les fraudeuses. Elle a initié la procédure standard d'atténuation de fraude. Elle a verrouillé le dossier, gelant la demande dans un motif de retenue numérique. Elle a rédigé un mémo interne formel à l'unité d'enquête sur la fraude de la Delaware Heritage Bank, citant la discordance entre les documents corporatifs soumis et la base de données d'État enregistrée. Elle a mis en évidence le sceau de notaire hors de l'État sur un amendement corporatif dans l'État comme indicateur principal de vol d'identité synthétique. En exécutant ces étapes, Kendra a assuré que le crime était enregistré de manière permanente dans un système réglementé fédéralement. La paperasse falsifiée d'Ashley n'était plus simplement un schéma familial désespéré. C'était une preuve documentée dans une enquête sur la fraude bancaire. Le piège ne s'était pas seulement refermé. Le verrou avait fondu en fer solide. Avec ses obligations professionnelles remplies, Kendra s'est tournée vers son allégeance personnelle. Elle ne pouvait pas violer la confidentialité des clients en partageant l'application complète, mais elle avait besoin d'alerter la victime principale que le siège avait commencé. Elle a pris son téléphone cellulaire personnel. Elle a ouvert une application de messagerie sécurisée et a composé un message pour Bonnie. Kendra comprenait le pouvoir de la brièveté. Elle n'a pas écrit un long paragraphe émotionnel. Elle n'a pas expliqué les mécaniques du logiciel d'évaluation des risques de la banque. Elle a ouvert le dossier de prêt sur son moniteur, zoomant jusqu'à ce que seul le prénom de la candidate et le titre corporatif, Parker Coastal Holdings LLC, soient visibles. Elle a pris une photographie hautement caviardée de cette section spécifique de l'écran, s'assurant qu'aucune donnée bancaire propriétaire ni numéro de compte n'était capturée.
Elle a joint l'image au message et a tapé 3 mots. Elles ont franchi le pas. Appel call. J'étais au milieu du catalogage d'une collection de lettres de l'ère de la guerre civile quand mon téléphone a vibré contre le bureau en métal. Je l'ai ramassé, déverrouillé l'écran et ai fixé le message. L'image était granuleuse, une photographie d'un moniteur d'ordinateur, mais le texte était indubitable. Ashley Parker Coastal Holdings. La froide réalité clinique de leur crime m'a envahi. Je n'ai pas ressenti de choc. J'ai ressenti la satisfaction profonde et glaciale d'une prophétie accomplie. Eleanor avait prédit exactement ce comportement. Elle savait que la cupidité de Brenda finirait par dépasser sa prudence. Ma mère avait construit la forteresse, et j'avais simplement maintenu le silence assez longtemps pour que les envahisseuses escaladent les murs et tombent directement dans les douves. J'ai rangé mes gants d'archives, fermé les boîtes de préservation et suis sorti de la société historique. Je n'ai pas couru. J'ai bougé avec le rythme délibéré et sans hâte de quelqu'un qui connaissait déjà l'issue de la bataille. J'ai composé le numéro de Harrison Cole depuis l'intérieur calme de ma voiture. Il a répondu immédiatement. Ça s'est produit, ai-je dit, fixant le tableau de bord gris atténué. Ashley a déposé une demande de prêt à la Delaware Heritage Bank. Elle a soumis un amendement corporatif falsifié revendiquant la propriété de la LLC. Harrison a expiré un son lent et calculé. Es-tu certaine? Kendra l'a signalé, ai-je répondu. L'unité de fraude de la banque enquête. Le document est officiellement dans leur système. Le silence sur la ligne était lourd d'implications. La transition d'un différend civil à un crime fédéral change entièrement le paysage d'un engagement. Ne les contacte pas, a instruit Harrison, son ton passant au rythme rigide d'un plaideur se préparant à la guerre. Ne appelle pas ton père. Ne réponds à aucune communication de Brenda ou Ashley. Elles ont commis une fraude électronique et un vol d'identité. Au moment où elles réaliseront que la demande est bloquée, elles paniqueront. Nous avons besoin qu'elles opèrent sous l'hypothèse que leur schéma est toujours viable. Quelle est la prochaine étape? Ai-je demandé. La voix de Harrison a baissé, portant la précision mortelle d'un bourreau. Nous arrêtons de jouer la défense, Bonnie. Nous allons calculer le coût exact de leur arrogance. Viens à mon bureau. Nous devons rédiger la facture. J'ai terminé l'appel et suis sorti du parking. Le conflit s'accélérait rapidement. La demande de prêt falsifié était la mauvaise calcul ultime, l'erreur fatale qui démolirait toute leur réalité imméritée. Brenda et Ashley croyaient avoir ingénieré un contournement brillant. Elles pensaient sprinter vers une fortune floridienne. Elles ne réalisaient pas qu'elles venaient de me remettre les munitions légales requises pour les annihiler complètement. Le silence était terminé. La contre-attaque était sur le point de commencer. J'ai roulé jusqu'au centre-ville de Wilmington et me suis garé sous la structure de verre imposante qui abritait les bureaux d'avocats de Harrison Cole. Harrison était un homme construit d'angles tranchants et de laine sur mesure. Il ne pratiquait pas le droit avec passion. Il le pratiquait avec la précision mécanique froide d'un chirurgien enlevant une tumeur. Pendant 5 ans, il avait géré Parker Coastal Holdings avec une efficacité silencieuse, attendant que les occupants de la propriété de Rehoboth commettent une erreur fatale. Maintenant, elle lui avait remis une confession enveloppée dans une enquête fédérale sur la fraude bancaire. Je me suis assise en face de son large bureau en acajou. Il avait déjà imprimé la capture d'écran caviardée que Kendra m'avait envoyée. Elle reposait au centre de son sous-main, une seule feuille de papier représentant la fin d'une longue mascarade. Elles ont mordu à l'hameçon, a déclaré Harrison d'une voix, un grondement régulier et bas. Falsifier un accord d'exploitation est une manœuvre désespérée. Le soumettre à une institution assurée fédéralement est catastrophique. J'ai gardé ma posture rigide. Appelons-nous les autorités locales? Harrison a secoué la tête. Non. La police locale traiterait cela comme un différend domestique. Elle te dirait que c'est une affaire civile et partirait. Nous voulons des conséquences fédérales. Plus important, nous avons besoin qu'elles continuent à croire que leur schéma est viable. Si tu les avertis, elles cachent des actifs. Elles brûlent des preuves. Nous les laissons procéder pendant que nous assemblons la guillotine. Il a ouvert un épais dossier relié en cuir reposant sur son bureau immaculé. À l'intérieur se trouvaient 5 ans de reçus d'impôts fonciers, la citation de 15 000 $ de l'association des propriétaires et les factures d'entrepreneurs subséquentes.
Il a étalé les documents sur la surface en bois poli. Nous changeons notre posture opérationnelle, a-t-il expliqué en tapotant la piste papier avec son index. Tu as passé une demi-décennie à jouer la défense. Aujourd'hui, nous passons à l'offensive. J'ai regardé les factures éparpillées. Comment extrayons-nous la pénalité? Harrison s'est adossé dans son fauteuil en cuir. Dans l'État du Delaware, quand une personne occupe une propriété sans bail formel, sans payer de loyer et sans le consentement explicite du propriétaire légal, elle est classée comme locataire par tolérance. Pendant 5 ans, William a payé les factures de services publics, ce qui maintenait l'illusion d'un locataire autorisé. Cependant, Parker Coastal Holdings a payé les impôts fonciers et les amendes d'entretien extérieur. La société a agi comme le propriétaire. Ashley a agi comme une squatteuse holdovée. Il a sorti une calculatrice en argent de son tiroir supérieur. Parce qu'elle a tenté de saisir frauduleusement l'actif, tout consentement familial implicite est rétroactivement annulé. Nous ne nous contentons plus simplement de l'expulser. Nous la facturons. La valeur locative de marché équitable pour un domaine en front de mer sur mesure dans ce code postal spécifique est d'environ $6 000 par mois. Sur 60 mois, cela équivaut à $360 000 de résidence volée. J'ai regardé l'affichage numérique illuminer le total. C'était un chiffre stupéfiant, une dette qui entrait une employée de détail pour le reste de sa vie naturelle. Nous devons également tenir compte de la destruction intérieure, a ajouté Harrison. Arracher les planchers en bois dur restaurés et jeter des meubles anciens constitue une destruction non autorisée de propriété corporative. Nous évaluerons ces dommages spécifiques à $80 000. Le total de la responsabilité dépassait $400 000. Nous ne nous contentions pas de reprendre une maison. Nous dépouillions Ashley de chaque dollar qu'elle possédait, de chaque chèque de paie qu'elle gagnerait jamais et de chaque once de prestige volé qu'elle paradait en ville. Nous la rendions financièrement déserte. Harrison a glissé une pile de formulaires légaux fraîchement imprimés sur la surface en acajou. La page du haut était une demande formelle de loyer rétroactif et de dommages. En dessous se trouvait une injonction bancaire, une directive légale qui gèlerait ses comptes au moment où son prêt frauduleux atteindrait l'étape de financement. Signe ceci, a-t-il instruit. J'ai plongé la main dans mon sac en toile. Je n'ai pas utilisé les stylos à billes en plastique éparpillés sur son bureau. J'ai récupéré un instrument d'écriture en argent élégant. C'était un stylo plume Parker vintage. Eleanor avait utilisé exactement ce stylo pour signer les documents originaux du trust irrévocable dans sa chambre d'hôpital. C'était un outil lourd et parfaitement équilibré. Elle me l'avait remis avant de partir, me disant de le garder en sécurité jusqu'au jour où j'aurais besoin de terminer le travail qu'elle avait commencé. J'ai débouché le baril en argent. La pointe a glissé sur le papier épais, laissant une traînée d'encre permanente sombre sur les lignes de signature. L'action semblait cérémonielle. C'était le transfert ultime d'autorité, une fille exécutant la séquence finale de la brillante stratégie de sa mère. Harrison a rassemblé les documents signés, tapotant leurs bords contre le bureau pour les aligner parfaitement. Il a glissé les pages immaculées dans une enveloppe manille robuste et a scellé le rabat adhésif. Je soumettrai l'injonction au tribunal fédéral demain matin, a-t-il dit. Nous coordonnerons directement avec la division de fraude bancaire pour assurer que le gel frappe leur compte au moment précis d'exposition financière maximale. Quand signifions-nous l'avis d'expulsion? Ai-je demandé. Quand elles n'auront plus rien sur quoi retomber, a répondu Harrison. Nous attendons jusqu'à ce qu'elles signent les contrats immobiliers de Floride. Nous attendons jusqu'à ce qu'elles dépensent de l'argent qu'elles ne possèdent pas. Je suis sorti du cabinet d'avocat et suis entré dans l'air frais de l'après-midi. La contre-attaque légale était officiellement lancée. Naviguant silencieusement à travers le système judiciaire comme un prédateur en eau profonde. En bas de la côte, Brenda et Ashley étaient occupées à célébrer leur victoire contrefaite. Elles étaient ignorantes du coup imminent. Elles croyaient que leurs documents falsifiés avaient sécurisé leur avenir. Ignorantes du fait que chaque pas qu'elles faisaient vers Miami serrait le nœud plus fort autour de leur propre gorge. Elles supposaient avoir surpassé une archiviste timide. Elles ne comprenaient pas l'échelle immense de la dévastation imminente. L'illusion de leur triomphe n'était que le calme final avant que la tempête ne les consume. Bientôt elles comprendraient le vrai prix de leur cupidité alors que les lourdes portes de la justice se refermeraient définitivement derrière leur dos. L'architecture d'un effondrement financier est rarement visible depuis l'étage supérieur.
Brenda et Ashley étaient entièrement consumées par l'altitude enivrante de leur victoire perçue. Elles opéraient dans un état de déni euphorique, construisant un avenir entièrement bâti sur la fondation frauduleuse qu'elles avaient posée. L'officier de prêt louche, motivé par la commission substantielle attachée à une ligne de crédit hypothécaire jumbo de 850 000 $, a poussé la paperasse falsifiée à travers le criblage automatisé initial. La lettre d'approbation préliminaire est arrivée dans la boîte de réception d'Ashley un mardi matin. C'était un document conditionnel sujet à l'examen final de souscription, mais pour Ashley, cela se lisait comme un billet de loterie gagnant. Elle a traité cet email comme une licence pour imprimer de l'argent. Le développement en préconstruction de Miami, un monolithe de verre et d'acier s'élevant au-dessus de Biscayne Bay, exigeait un dépôt d'argent sérieux pour sécuriser l'unité Penthouse. Les développeurs n'étaient pas intéressés par les approbations conditionnelles. Ils exigeaient du capital liquide ou un prêt relais adossé à une garantie en fer. Ashley, débordante d'arrogance incontrôlée, a volé en Floride pour le week-end. Elle a visité le centre de design, sélectionnant des comptoirs en marbre importé et des armoires italiennes sur mesure, gonflant le prix d'achat final de 100 000 $ supplémentaires. Elle s'est assise dans une salle de conférence élégante donnant sur l'océan Atlantique et a signé une pile dense de contrats immobiliers non remboursables. En apposant sa signature sur ces documents, Ashley s'est enfermée dans une responsabilité financière catastrophique. Les clauses de pénalité étaient sévères. Défaut sur l'accord d'achat signifiait perdre le dépôt massif et inviter une litige civile ruineuse des développeurs. Elle surendettait financièrement son existence entière uniquement sur l'équité volée qu'elle croyait rapidement approcher. Cependant, le criblage financier du développeur de Miami avait révélé l'état fragile du profil de crédit d'Ashley. Son salaire de détaillante et sa dette non garantie croissante la rendaient inéligible aux prêts relais à court terme nécessaires. C'est ici que la profondeur vraie de la complicité lâche de William a été cimentée. Confronté à l'effondrement imminent de la fantaisie floridienne et à la perspective terrifiante de la colère résultante de Brenda, William a pris une décision fatale. Il ne pouvait pas tirer parti de la maison de Raobat. Il savait qu'il ne détenait pas l'acte, même s'il restait ignorant de la falsification. Mais il possédait un actif restant de valeur substantielle, sa pension de retraite corporative accumulée sur 35 ans d'emploi prudent et averse au risque. Sans consulter un avocat, sans s'arrêter pour considérer les implications dévastatrices, William a cosigné secrètement le prêt relais d'Ashley. Il a engagé sa pension de retraite entière comme garantie pour sécuriser le dépôt de Miami. Il croyait acheter la paix. Il s'est convaincu que le prêt sur valeur domiciliaire du Delaware se dégagerait dans quelques semaines, neutralisant le prêt relais et libérant ses fonds de retraite avant que quiconque ne remarque le risque. Il a lié sa propre survie financière directement au succès du schéma frauduleux d'Ashley. Marchant volontairement dans le rayon de l'explosion du détonateur que sa femme avait câblé, William a scellé sa propre ruine pour éviter une conversation difficile. De retour au Delaware, la célébration a atteint son zénith. La maison de Raobat était remplie du tintement de cristal importé et du rire bruyant et auto-congratulateur de personnes qui croyaient avoir surpassé l'univers. Brenda paradait sur les sols en vinyle bon marché qu'elle avait installés, emballant déjà des boîtes pour le déménagement vers le sud. Le vendredi soir, Ashley est sortie sur le pont arrière donnant sur l'Atlantique. La brise côtière a attrapé ses cheveux alors qu'elle levait une flûte haute et étroite de champagne vintage. Elle a incliné son téléphone pour capturer l'éclairage parfait du coucher de soleil, s'assurant que le domaine étendu soit en évidence à l'arrière-plan. Elle a téléchargé la photographie sur son flux de médias sociaux. La légende était un chef-d'œuvre d'orgueil immérité et d'illusion éhontée. Propriétaire autodidacte. Santé au nouveau départ. J'étais assise dans le silence atténué de mon bureau à domicile à Wilmington quand la notification est apparue sur mon écran. J'ai fixé la photographie. L'audace pure de la légende était à couper le souffle. Elle célébrait le vol de l'héritage de ma mère tout en se tenant sur le porche même où Eleanor avait passé ses derniers étés. Je n'ai pas réagi avec colère. La colère est une émotion chaotique et incontrôlable. J'ai ressenti la clarté cristalline froide d'un prédateur regardant sa proie entrer volontairement au centre du piège. J'ai pris une capture d'écran numérique précise de la publication capturant l'image, la légende et l'horodatage. J'ai ouvert le dossier numérique crypté désigné pour la compilation de preuves de Harrison Cole. Le fichier grandissait rapidement, un registre méticuleux de leur arrogance. J'ai glissé la capture d'écran dans le dossier, la cataloguant avec la même efficacité impassible que j'utilisais pour archiver des records historiques du XIXe siècle. La photographie n'était pas seulement une insulte.
C'était une admission documentée de propriété assumée, une pièce de preuve numérique qui corroborait parfaitement l'intention frauduleuse derrière la demande de prêt falsifié. Ashley déclarait publiquement être la propriétaire d'un actif qu'elle tentait simultanément de tirer via un vol d'identité. Elle dansait sur le bord du précipice, intoxiquée par l'altitude, complètement ignorante du fait que le sol sous elles avait déjà disparu. Elle croyait que la lettre d'approbation conditionnelle était la fin du voyage. Elle ne comprenait pas l'architecture rigide et impitoyable des réglementations bancaires fédérales. Le silence du bureau des souscripteurs n'était pas une indication de succès. C'était le son de la machine se recalibrant, se préparant à exécuter une quarantaine financière dévastatrice. Les contrats non remboursables en Floride étaient signés. Le prêt relais garanti par la pension de retraite de mon père était actif. La demande hypothécaire frauduleuse était assise sur le bureau de Kendra, signalée, verrouillée et documentée. Le piège était entièrement chargé. La chronologie de leur destruction n'était plus mesurée en années ou en mois. Elle était mesurée dans les quelques jours restants avant que la division de fraude de la Delaware Heritage Bank finalise leur enquête et déclenche l'injonction. La célébration à Rehoboth a continué tout le week-end. Elles ont bu du champagne et discuté d'options de design intérieur pour le Penthouse de Miami. Elles ont emballé leurs affaires, impatientes d'abandonner le domaine côtier qu'elles avaient si complètement profané. Elles supposaient que le virement final était une simple formalité, une étape administrative simple requise pour libérer leur nouvelle réalité. Elles étaient sur le point de découvrir que dans le royaume de la haute finance et du droit des sociétés, une falsification n'est pas un raccourci. C'est un billet aller simple vers une annihilation complète et inévitable. Le moment d'exposition financière maximale approchait rapidement et le marteau était prêt à frapper. La vitesse de la ruine financière est stupéfiante quand elle est déclenchée par des mécanismes de conformité fédéraux. Pendant 5 ans, Ashley et Brenda ont navigué leur luxe immérité à un rythme tranquille, isolé par le chéquier lâche de William. Leur descente, cependant, s'est produite à vitesse terminale. Le piège s'est refermé non pas avec une déclaration dramatique au tribunal, mais avec l'exécution numérique silencieuse d'un gel bancaire. Le jeudi était prévu comme la date de financement pour la ligne de crédit hypothécaire Jumbo sur valeur domiciliaire. Ashley anticipait le virement avec la même entitlement qu'elle affichait en jetant les meubles anciens de ma mère. Elle voyait les 850 000 $ entrant comme inévitables. Elle a passé la matinée dans un district de design exclusif de Wilmington en sélectionnant des meubles premium pour le Penthouse de Miami qu'elle ne possédait pas encore. À précisément 11h30 du matin, les contre-mesures légales et financières ont convergé. L'injonction fédérale de Harrison Cole a frappé le rôle judiciaire, bloquant officiellement toute charge sur la propriété de Rehoboth Beach et nommant Parker Coastal Holdings LLC comme seule partie lésée. Simultanément, le rapport de fraude interne de Kendra a escaladé au sein de la Delaware Heritage Bank. Les algorithmes d'évaluation des risques corroborant l'anomalie de notaire hors de l'État et la discordance corporative ont déclenché un verrouillage universel sur le profil financier d'Ashley. L'exécution était absolue. Elle n'a pas simplement bloqué le prêt en attente. Elle a gelé ses comptes chèques principaux, suspendu ses cartes de crédit à haute limite et l'a verrouillé hors du portail bancaire mobile. L'infrastructure numérique de sa vie s'est évaporée en une fraction de seconde. Ashley se tenait au comptoir en marbre élégant d'un showroom de meubles européens haut de gamme quand la réalité de sa situation s'est manifestée. Elle a tendu sa carte de crédit premium à l'associé de vente impeccablement habillé pour sécuriser un dépôt de 20 000 $ sur un canapé en cuir italien sur mesure. L'associé a passé la carte dans le terminal. La machine a émis un bip dissonant aigu. Refusé. Ashley a offert un sourire poli et dédaigneux, supposant que c'était une alerte de fraude de routine due au montant d'achat élevé. Elle a récupéré son téléphone portable, s'attendant à un message texte de sa banque demandant une autorisation. Son écran était dépourvu de notification. Elle a ouvert son application bancaire pour vérifier manuellement la transaction. L'écran affichait un message d'erreur net et inflexible. Accès au compte suspendu. Veuillez contacter la division de fraude immédiatement. Le sourire poli a disparu. La posture confiante s'est effondrée. Elle a tendu une autre carte de crédit à l'associé. Ses mouvements saccadés et incoordonnés. Refusé. L'associé formé pour gérer les clients aisés avec discrétion a baissé la voix. Madame, le terminal indique un gel dur sur ses comptes. Je ne peux pas traiter la transaction. Ashley a abandonné le canapé en cuir. Elle est pratiquement sortie en courant du showroom, les lourdes portes en verre se refermant derrière elle.
Debout sur le trottoir animé, entourée des ornements de richesse qu'elle ne pouvait plus se permettre, elle a composé le numéro du service client au dos de sa carte. Le système automatisé a contourné les options de menu standard, routant instantanément son appel vers l'unité spécialisée d'atténuation de fraude. L'agent qui a répondu ne possédait pas le ton chaleureux et accommodant réservé aux clients à haut patrimoine net. Il a parlé avec le détachement clinique rigide d'un enquêteur. Mes cartes sont refusées, a exigé Ashley, sa voix montant en hauteur, adoptant la cadence agressive qu'elle utilisait pour intimider les travailleurs de détail. Il y a une erreur. Je clôture sur un énorme prêt sur valeur domiciliaire aujourd'hui. Vous devez libérer les fonds. L'agent a tapé rythmiquement sur son clavier. Madame, vos comptes sont actuellement sous un verrouillage fédéral complet. Je suis interdit de libérer des fonds ou de lever le gel. Pourquoi? A hurlé Ashley, attirant les regards des piétons. La réponse de l'agent était un coup légal précis et dévastateur. Nous avons reçu une injonction judiciaire du tribunal fédéral concernant la garantie listée sur votre demande de prêt en attente. De plus, notre division de conformité interne a signalé l'accord d'exploitation de société à responsabilité limitée soumis comme un document frauduleux. Vous êtes actuellement sous enquête active pour fraude hypothécaire soupçonnée, vol d'identité synthétique et tentative de fraude électronique. Le téléphone a glissé de la main tremblante d'Ashley, claquant contre le pavé en béton. Dans l'espace de 4 minutes, elle était passée de mogul immobilier prospectif de Miami à suspecte principale dans une enquête fédérale sur un crime en col blanc. Le pipeline financier était sectionné de manière permanente. L'illusion qu'elle avait cultivée pendant 5 ans s'est brisée en morceaux déchiquetés et irréparables. Elle était entièrement exposée, se noyant dans les dettes et affrontant la réalité terrifiante des directives de condamnation obligatoire. L'onde de choc s'est propagée vers l'extérieur, impactant instantanément Brenda. Quand Ashley a relayé les nouvelles catastrophiques, la réaction de Brenda a contourné la colère et a plongé directement dans une terreur primitive brute. La forteresse qu'elle pensait avoir conquise était soudain bordée de fils barbelés et les portes étaient verrouillées de l'extérieur. Le mécanisme de réponse de Brenda était prévisible. Confrontée à une crise qu'elle ne pouvait ni manipuler ni hurler pour sortir, elle a cherché l'homme qu'elle avait passé des années à conditionner pour nettoyer ses dégâts. William était assis dans une réunion exécutive senior quand son téléphone a commencé à vibrer sans relâche. Il a ignoré les 3 premiers appels, supposant que Brenda se plaignait d'un entrepreneur ou d'un inconvénient mineur. Au 4e appel consécutif, il s'est excusé, sortant dans un couloir calme. Il a vérifié sa messagerie vocale. Le message audio laissé par sa femme a brisé le fragile morceau qu'il avait acheté avec sa pension. La voix de Brenda était méconnaissable. Le ton composé et dominant qu'elle utilisait pour dénigrer l'héritage de ma mère avait disparu. Ses mots étaient frénétiques, chevauchants, ponctués de halètements aigus et désespérés pour de l'air. « William, tu dois réparer ça », a-t-elle crié dans le récepteur, l'audio se distordant légèrement. La banque a verrouillé Ashley. Il parle de fraude, William. Il parle de charges fédérales. Le prêt est mort. Tu dois appeler Bonnie tout de suite. Fais-la arrêter ça. Fais tout ce qu'il faut. William, répare ça immédiatement. La façade de son contrôle était complètement oblitérée. Elle ne donnait pas d'ordre. Elle suppliait. William a écouté la messagerie vocale 3 fois. Le sang a quitté son visage. La froide réalité de son prêt relais co-signé secrètement l'a envahi. Il a réalisé que l'effondrement du schéma frauduleux d'Ashley n'était pas un événement isolé. Les développeurs de Miami détenaient sa pension de retraite comme garantie. Avec le prêt sur valeur domiciliaire du Delaware mort, ses économies de vie étaient perdues. Il s'était lié à un navire en train de couler, croyant que l'eau était peu profonde. Maintenant le trou était percé et les profondeurs sombres et étouffantes se précipitaient. William n'a pas rappelé Brenda. Il savait qu'il ne pouvait pas réparer une enquête fédérale sur la fraude. Il savait qu'il ne pouvait pas passer outre une injonction judiciaire. Il a enfin compris qu'il avait sacrifié l'héritage de sa fille et sa propre sécurité financière pour une femme qui le voyait seulement comme un bouclier. Poussé par une pure panique, William a quitté le bâtiment corporatif. Il a contourné sa propre maison, évitant les retombées hystériques attendant à Rehoboth. Il avait besoin de trouver la source de la dévastation. Il avait besoin de confronter l'architecte silencieuse de sa ruine. Le conflit était sur le point de franchir la dernière barrière,
forçant un règlement qui ne pouvait pas être résolu avec un chéquier ou des excuses. Il roulait directement vers l'archiviste qu'il avait sous-estimé, complètement inconscient qu'elle avait déjà écrit la fin de son histoire tragique. La salle de lecture de la Société historique du Delaware est un sanctuaire de silence. C'est un espace construit pour protéger les artefacts des forces destructrices. J'étais assise à une table en métal portant des gants en coton blanc, transcrivant un journal de marchand fragile. Les lourdes portes en chêne se sont ouvertes. Le son a violé les limites acoustiques. Des pas ont résonné sur le sol en marbre poli, irrégulier et frénétique. Je n'avais pas besoin de lever les yeux pour identifier l'intrus. William est apparu dans l'embrasure de la porte. Mon père paraissait un homme brisé. Son costume pendait lâchement sur sa silhouette, le tissu froissé. Il portait le poids physique d'un empire en train de s'effondrer. Il avait roulé directement de sa suite corporative, désespéré de localiser la seule personne détenant son salut. Il s'est arrêté au bord de ma table, sa respiration saccadée. Il a regardé autour de la pièce stérile, entourée d'armoires de préservation verrouillées. « Bonnie » a-t-il râlé, sa voix grattant contre l'atmosphère calme. « Nous devons parler tout de suite. » J'ai soigneusement placé le journal de marchand délicat dans un dossier protecteur sans acide. J'ai retiré mes gants en coton, les posant parallèlement sur la surface en métal. Je ne lui ai pas offert de chaise. « Tu empiètes dans une zone restreinte, papa » ai-je déclaré, maintenant un volume régulier et égal. Il a ignoré le reproche. Il s'est approché, agrippant le bord en métal de la table d'examen. Ses mains tremblaient visiblement. Les jointures étaient blanches. « Tu dois rappeler les avocats » a-t-il supplié. « Tu dois lever l'injonction bancaire. » Delaware Héritage a gelé Ashley. Il menace de charges fédérales sur la fraude. Les développeurs de Miami se préparent à émettre un avis de rupture de contrat. Je sais, ai-je répondu. J'ai signé l'injonction. William m'a fixé, ses yeux grands, bordés d'épuisement rouge. Il ne pouvait pas saisir ma composure. Il avait passé sa vie à éviter le conflit, externalisant sa colonne vertébrale à des femmes plus bruyantes et plus exigeantes. Maintenant confronté à une fille qui refusait de plier, sa panique s'est mutée en une forme pathétique de marchandage. « Tu ne comprends pas ces dommages » a-t-il bégayé. Brenda fait une crise de nerfs. Nous sommes une famille. Les familles n'envoient pas les uns les autres en prison. Les familles ne falsifient pas des chartes corporatives pour voler de l'immobilier, ai-je contré, mon regard verrouillé sur ses yeux vacillants. Il a tressailli. Il a détourné le regard, fixant le sol en marbre poli. Ses prochains mots ont confirmé la vraie profondeur de sa lâcheté. Je savais pour la paperasse, a-t-il murmuré. L'admission flottait dans l'air stérile. Il n'a pas levé les yeux. Brenda m'a dit qu'elle rédigeait un nouvel accord d'exploitation, a-t-il continué, sa voix adoptant une cadence défensive et géniarde. Elle a dit que ta mère voulait inclure Ashley. Elle a dit que le trust original était une erreur. J'ai pensé qu'elle déposait un amendement de routine. J'ai pensé que c'était juste une formalité technique pour faire traiter le prêt sur valeur domiciliaire. Je ne savais pas qu'elles allaient chez un notaire hors de l'État. Je ne savais pas qu'elles falsifiaient ton écriture. Une formalité technique, ai-je répété. Tu les as regardées orchestrer un vol d'identité et tu as appelé ça une formalité technique pour éviter une dispute avec ta femme. Je devais maintenir la paix, Bonnie, a-t-il pleuré, une larme s'échappant de son œil droit, traçant un chemin sur sa joue usée. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre dans cette maison quand elle est en colère. Je voulais juste que tout le monde soit heureux. Il a plongé la main dans la poche de sa veste, récupérant une feuille de papier froissé pliée. C'était un avis de sa propre institution financière. Ce n'est pas juste la maison, a-t-il confessé. Les développeurs de Miami exigeaient un prêt relais. J'ai co-signé la note. J'ai engagé ma pension de retraite comme garantie. Si le prêt du Delaware ne se finance pas demain, le contrat de Floride est en défaut. Ils vont saisir ma pension. Je vais perdre 35 ans d'économie. Il se tenait là, une coquille vide, suppliant sa fille rejetée pour un sauvetage. Il s'attendait à de la sympathie. Il s'attendait à ce que les liens familiaux surpassent sa négligence. Je l'ai regardé, ne ressentant ni chagrin ni pitié. J'ai ressenti la clarté profonde et glaciale que ma mère possédait pendant ces derniers jours. Eleanor m'a averti à ton sujet.
J'ai dit qu'elle était assise dans son lit d'hôpital et m'a dit que tu n'étais pas un homme cruel, mais un homme faible. Elle a dit, la faiblesse cause exactement les mêmes dévastations que la malice. Elle a construit le trust parce qu'elle savait que tu remettrais mon avenir à quiconque hausserait la voix. William a sangloté, un son guttural misérable. Bonnie, s'il te plaît. Je suis ton père. Non, les jeux corrigés. Un père protège son enfant. Tu es resté à l'écart pendant qu'une étrangère jetait l'héritage de ma mère dans une benne à déchets. Tu as financé une mascarade pour acheter ton confort. Tu as hypothéqué ta survie pour financer un mensonge. J'ai ouvert ma mallette en cuir reposant sur la chaise adjacente. J'ai récupéré un seul document imprimé. C'était une scan haute résolution de l'amendement d'accord de société à responsabilité limitée falsifié fourni par l'équipe légale de Harrison Cole. J'ai contourné la table en métal, fermant la distance entre nous. J'ai tenu le document en l'air, le forçant à regarder l'encre. J'ai pointé mon index directement sur la ligne du bas, tapotant les courbes falsifiées de ma signature. Elle n'a pas juste volé une maison, papa, ai-je déclaré, mes mots coupant à travers la pièce calme comme du verre brisé. Elle a volé mon nom et tu as tenu la porte ouverte pour elle. J'ai pressé le papier contre sa poitrine. Il a réflexivement levé ses mains tremblantes pour le saisir. Ta retraite est partie, lui ai-je dit en reculant. L'injonction bancaire est permanente. L'avis d'expulsion est en cours de rédaction. Tu as choisi ta nouvelle famille. Maintenant tu peux te noyer avec elle. William a regardé la signature falsifiée, ses épaules s'affaissant. Il a essayé de former une réponse, mais sa gorge n'a produit qu'un son creux. La réalité de la ruine financière imminente a écrasé son souffle restant. Il s'est lentement retourné, sa posture brisée. Il a traîné ses pieds sur le sol en marbre, naviguant dans le couloir comme un fantôme s'estompant. Je suis resté entièrement immobile et regardé les lourdes portes en chêne se refermer derrière lui. Le saut acoustique s'est engagé, restaurant le silence parfait et ininterrompu de la voûte d'archives. La rupture émotionnelle était complète. L'enablet faible était neutralisé de manière permanente. Il ne restait que deux cibles. Brenda et Ashley étaient actuellement piégées à Raobat, en faillite et attendant un sauvetage désespéré qui n'arriverait jamais. Elles avaient finalement épuisé les manœuvres légales et les routes d'échappement désespérées. La confrontation finale était inévitable. Et elle n'aurait pas lieu dans un restaurant ou une maison de plage. Elle se produirait dans une salle de conseil entourée d'avocats où chaque mensonge qu'elles avaient jamais raconté serait présenté sur un plateau d'argent avec une seule facture catastrophique. Les murs en acajou de la salle de conférence de Harrison Cole absorbaient le son, créant une chambre hermétique conçue pour les exécutions légales. J'étais assise à l'extrémité lointaine de la longue table polie. Kendra était à ma droite, portant un costume gris anthracite sur mesure, sa posture projetant l'autorité inflexible d'une souscriptrice senior. Harrison était assis en tête de table. Il a arrangé 3 dossiers Mani séparés devant lui, alignant leurs bords avec la précision d'un horloger. Nous attendions en silence. À exactement 14 heures, les lourdes doubles portes se sont ouvertes. Brenda a marché dans la pièce flanquée de sa fille et d'un avocat de la défense harcelé nommé Gable. Ashley portait des lunettes de soleil de créateur surdimensionnées, cachant ses yeux rouges et gonflés, serrant un sac à main de luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Brenda a levé le menton, essayant de projeter de la domination. Elle croyait que cette réunion était une négociation. Elle supposait que son avocat avait sécurisé un lieu pour discuter des termes de règlement, une chance de tirer parti de la culpabilité familiale en un compromis financier. Elle ne réalisait pas qu'elle marchait dans une embuscade. Gable a tiré une chaise en cuir pour sa cliente. Brenda s'est assise, lissant les plis de sa jupe. Elle a fusillé du regard à travers la table vers moi, son visage un masque rigide d'indignation. Finissons, a déclaré Brenda, son ton tranchant et exigeant. Nous sommes prêts à discuter d'une stratégie de sortie raisonnable. Ma fille a besoin que son équité soit libérée aujourd'hui pour qu'elle puisse clôturer sur sa propriété en Floride. Nous abandonnerons toute contre-poursuite si vous levez le gel bancaire immédiatement. Harrison n'a pas souri. Il n'a pas reconnu ses exigences. Il a regardé Gable, un homme qui comprenait déjà la nature précaire de la position de sa cliente. Monsieur Gable, a dit Harrison, sa voix un baryton bas et régulier, je vous suggère de conseiller à votre cliente d'arrêter de parler. Elle documente actuellement son intention de commettre une extorsion.
Gable s'est penché vers Brenda, murmurant une instruction frénétique dans son oreille. Brenda l'a écarté d'un geste, refusant de céder son levier perçu. Nous ne sommes pas ici pour négocier une stratégie de sortie, a continué Harrison, défaisant le fermoir du premier dossier manille. Nous avons appelé cette réunion pour vous informer de votre réalité légale imminente. Vous vous tenez au bord d'une mise en accusation fédérale. Harrison a glissé une feuille de papier immaculé sur la surface en acajou lisse. Elle s'est arrêtée directement devant Gable. C'était une copie de l'amendement d'accord d'exploitation de société à responsabilité limitée. La signature falsifiée reposait au bas. Vous avez soumis ce document à la Delaware Heritage Bank, a déclaré Harrison. Vous l'avez utilisé pour demander une ligne de crédit hypothécaire jumbo sur valeur domiciliaire. Vous avez revendiqué la propriété d'une entité que vous ne possédez pas. Ashley a croisé les bras, feignant l'ignorance. C'est notre paperasse. Mon beau-père l'a autorisé. Kendra s'est penchée en avant, reposant ses avant-bras sur la table. Elle a regardé directement Ashley, son regard coupant à travers la pièce comme un scalpel. Votre beau-père manque de l'autorité pour autoriser des changements corporatifs, a expliqué Kendra, sa voix portant le froid clinique d'une auditrice financière. De plus, cette demande a atterri sur mon bureau. Je suis la souscriptrice senior qui a signalé votre dossier. J'ai verrouillé votre profil. J'ai initié l'enquête sur la fraude parce que le registre corporatif liste ce cabinet d'avocats comme agent enregistré, pas vous. Ashley s'est figée. La couleur a quitté ses joues. Elle a regardé Kendra, réalisant que la femme assise en face de la table était l'architecte de sa paralysie financière soudaine. Brenda a avalé difficilement, sa gorge claquant dans la pièce calme. Ce n'est qu'un malentendu sur une signature, a-t-elle bégayé, sa voix perdant son bord agressif. Nous avons utilisé un notaire légitime. Harrison a ouvert le deuxième dossier. Il en a extrait un document épais agrafé portant un sceau judiciaire en relief. Un notaire légitime situé dans un centre commercial en Pennsylvanie, a corrigé Harrison. Un homme qui valorise sa liberté plus que l'argent de corruption que vous lui avez remis mardi dernier. Il a glissé l'affidavit sous serment sur la table. Gable l'a ramassé, ses yeux scannant le texte légal dense. L'avocat de la défense a pâli en reconnaissant le coup fatal à son affaire. Le notaire a basculé, a annoncé Harrison. Il a fourni au procureur fédéral une confession complète. Il a remis les images de caméras de sécurité de vous lui remettant une enveloppe de devises. Il a témoigné que vous lui avez instruit d'authentifier une signature falsifiée. En échange de sa coopération, le procureur du district lui a offert l'immunité. Vous n'avez plus de défense. Vous avez une conspiration documentée. L'oxygène restant a disparu de la pièce. Brenda s'est affaissée contre sa chaise en cuir, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans produire un seul son. La forteresse d'arrogance qu'elle avait maintenue pendant 5 ans s'est effondrée en poussière. Elle a réalisé l'ampleur de sa mauvaise calcul. Elle avait échangé une vie confortable contre une peine de prison. Ashley a commencé à hyperventiler. Elle a laissé tomber son sac à main de créateur sur le sol, le matériel métallique claquant contre le bois dur. Elle a regardé son avocat de la défense, suppliant silencieusement pour une manœuvre de sauvetage. Gable a simplement secoué la tête, fermant sa mallette. Il savait que l'engagement était terminé. Il ne pouvait pas défendre une cliente prise sur vidéo en corrompant un fonctionnaire d'État pour faciliter une fraude hypothécaire. Vous ne possédez pas la propriété de Raobat, a déclaré Harrison, son ton dépourvu de toute sympathie. Vous ne l'avez jamais possédé. Parker Coastal Holdings possède le titre exclusif. Vous avez occupé les locaux sans bail et sans consentement. Parce que vous avez tenté de voler l'actif, toute indulgence familiale implicite est rétroactivement annulée. Harrison a ouvert le troisième et dernier dossier. Il en a sorti une facture détaillée nette imprimée sur du papier épais. Selon la loi de l'État du Delaware, vous êtes classé comme locataire par tolérance. Harrison a expliqué que la société a droit à récupérer la valeur locative de marché équitable pour la durée de votre résidence non autorisée. Nous poursuivons également la restitution pour la destruction non approuvée de l'architecture intérieure. Harrison a glissé la facture sur la table en acajou poli. Elle a glissé doucement, s'arrêtant directement devant Brenda. Le document listait 60 mois de loyer rétroactif. Il détaillait le coût de remplacement des planchers en bois dur vintage ruinés et des meubles sur mesure jetés.
Au bas du registre, imprimé en encre noire grasse, se trouvait le total de la responsabilité, 380 000 $. Brenda a fixé le chiffre stupéfiant. Les nombres se sont brouillés devant ses yeux. C'était une sentence de mort financière. Cela représentait chaque dollar qu'elle possédait et chaque chèque de paie que sa fille gagnerait jamais. La prime côtière pendant les longs mois d'été s'additionne vraiment, a noté Harrison sèchement en joignant ses mains nues sur le bureau. Vous auriez dû vérifier les tarifs du marché local avant de décider de prolonger votre séjour non autorisé dans notre maison. Les retombées de l'embuscade de la salle de conseil ont été rapides et cliniques. Les structures légales conçues par Harrison Cole n'accordent pas à leurs cibles une chance de se regrouper. Le lendemain matin même, le shérif du comté est arrivé à la propriété de Rehoboth Beach. Il a marché sur l'allée de coquillages écrasés et a épinglé un avis formel de départ de 30 jours directement sur la porte d'entrée. Le document portait le sceau en relief d'un juge fédéral, rendant toute tentative d'appel un exercice de futilité. Simultanément, l'avocat Gable a déposé une motion pour se retirer en tant que leur conseil légal. Un avocat de la défense naviguera dans les zones grises, mais il ne liera pas sa licence professionnelle à des clientes prises sur vidéo de surveillance en corrompant un fonctionnaire d'État. Brenda a reçu sa lettre de démission formelle par courrier recommandé. Elle contenait un avertissement net lui conseillant de sécuriser un défenseur public avant que l'acte d'accusation imminent ne soit dévoilé. Elles ont été abandonnées par le système légal qu'elles avaient essayé de manipuler. En bas en Floride, les développeurs de l'immeuble ont opéré avec une égale impitoyabilité. La date limite contractuelle pour le dépôt d'argent sérieux est arrivée et passée sans virement. Les développeurs ont immédiatement émis un avis de rupture de contrat, annulant la prise d'Ashley sur le Penthouse. L'effondrement de l'affaire de Miami a déclenché une réaction en chaîne qui est remontée jusqu'au Delaware, frappant le coup final contre l'homme qui avait financé l'illusion. William était assis dans son bureau à domicile quand la notification de son institution financière est arrivée. Le prêt relais à court terme qu'il avait secrètement co-signé est entré en défaut au moment où les contrats de Floride se sont dissous. Les prêteurs ont exécuté la clause de garantie. Mon père a regardé un écran numérique alors que 35 ans de pension corporative disparaissaient, saisis pour couvrir les pénalités d'une transaction immobilière frauduleuse. Sa retraite s'est évaporée, laissant derrière elle un solde zéro et un sentiment écrasant de regret profond. Il avait drainé ses économies et détruit sa relation avec sa seule fille pour acheter la paix avec sa nouvelle épouse. Maintenant il ne possédait ni paix ni une épouse qui en valait la peine. L'ampleur pure de sa ruine a brisé le sort sous lequel il avait vécu. William a enfin vu Brenda non comme une partenaire, mais comme un parasite qui s'était nourri de sa conformité lâche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à consommer. Il a fait 2 valises ce soir-là. Il n'a pas dit un mot à Brenda. Il est sorti de la maison qu'il partageait, la laissant hurler dans le couloir. Il a roulé jusqu'à un quartier transitoire en périphérie de la ville et a signé un bail mois à mois sur un appartement exigu et déprimant donnant sur une autoroute bruyante. Son mariage s'est terminé non pas par une dispute dramatique, mais par la réalisation calme et dévastatrice qu'il avait sacrifié sa propre survie pour un mensonge. À Rehoboth Beach, l'horloge d'expulsion de 30 jours a tic-tac sans pitié. L'automne côtier est devenu amer et froid, correspondant à l'atmosphère à l'intérieur du domaine occupé. Brenda et Ashley n'avaient pas accès à du capital liquide. Leur compte bancaire restait gelé sous mandat fédéral. Elles ne pouvaient pas se permettre d'engager une entreprise de déménagement professionnel. Le style de vie de luxe qu'elles avaient cultivé pour les médias sociaux s'est dissous en un labeur physique ardu. Le matin final de la période de départ ordonnée par le tribunal, Ashley a conduit un camion de déménagement loué délavé dans le quartier côtier immaculé. L'échappement a crachoté un son mécanique âpre qui jurait avec l'élégance calme des maisons riveraines environnantes. Elle a garé le véhicule cabossé dans l'allée, la rampe de chargement reposant sur les coquillages écrasés. Elles ont commencé le processus humiliant de traîner leurs affaires hors de la porte d'entrée. Le quartier n'a pas ignoré le spectacle. Les résidents de la communauté exclusive, des personnes qui communiquaient en ton feutré et gardaient leur vie privée férocement, sont sortis sur leur porche. Ils tenaient leur tasse de café du matin et regardaient le démantèlement de l'aérie frauduleux. Ils ont observé Ashley traînant les meubles en aggloméré plat bon marché qu'elle avait achetés pour remplacer les antiquités de ma mère. Les étagères fragiles se courbaient sous le poids de sa vanité. Le canapé en simili-cuir a raclé contre le cadre de porte, déchirant le rembourrage bon marché. Je suis arrivé à la propriété à midi, l'heure exacte où l'avis d'expulsion mandatait leur départ. J'ai garé ma voiture dans la rue et ai marché sur l'allée.
Je n'ai pas apporté d'escorte policière. Je n'ai pas apporté Harrison Cole. Je suis venu seul portant un seul objet dans ma main droite. Je tenais le carillon avant en laiton vintage que Kendra avait sauvé de la benne à déchets de construction. Ashley luttait pour pousser une lourde armoire sur la rampe de chargement en métal. Elle s'est arrêtée, essuyant la sueur de son front, et m'a vu marcher vers la maison. Ses épaules se sont affaissées. Elle a détourné le regard, incapable de rencontrer mon regard, la honte pénétrant enfin sa couche épaisse d'entitlement. Brenda est sortie de la porte d'entrée portant une boîte en carton remplie de fournitures de cuisine. Elle s'est figée sur les marches du porche. Pendant un moment fugace, son visage s'est tordu, se préparant à lancer un dernier assaut verbal amer. Puis elle a regardé mon visage. Elle a vu le calme stoïque inébranlable d'une femme qui avait gagné une guerre sans élever la voix. Elle a fermé la bouche, baissé le regard et porté la boîte au camion en silence. Je suis passé devant elle et suis monté sur les planches en bois du porche avant. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas offert une insulte de départ ni exigé d'excuses. Les excuses sont sans signification quand elles sont extraites sous contrainte. J'ai simplement revendiqué mon territoire. Je me suis tenu près de la porte d'entrée, la brise océanique fraîche balayant le port. Les lourds tubes en laiton du carillon avant ont teinté doucement dans ma main, un ton métallique résonnant qui signalait la fin du siège. J'ai regardé elle charger les derniers vestiges de leur illusion dans l'arrière du camion de location rouillé. Ashley a tiré la porte roulante en métal. Elle s'est refermée avec un crash définitif résonnant. Elle a fixé le cadenas, ses mains tremblant visiblement. Elle est montée sur le siège conducteur, tournant le contact. Le moteur a gémi, toussant de la fumée bleue dans l'air vif. Brenda était assise sur le siège passager, fixant droit devant elle le tableau de bord. Une femme piégée dans une cage de sa propre fabrication. Le camion a fait un bond en avant, roulant hors de l'allée de coquillages et tournant sur la route côtière pavée. Je suis resté sur le porche et ai regardé le véhicule rétrécir au loin jusqu'à ce qu'il disparaisse au virage. Le bruit du moteur s'est estompé, avalé par le son rythmique des vagues de l'Atlantique se brisant contre le rivage. Je me suis retourné et fait face à la porte d'entrée. Les serrures avaient déjà été changées par l'équipe de Harrison plus tôt ce matin-là. J'ai inséré ma nouvelle clé en laiton dans le verrou. Le mécanisme a tourné en douceur, un clic satisfaisant résonnant dans l'entrée calme. J'ai poussé la porte et ai franchi le seuil. La maison était vide. Les murs blancs stériles et les sols en vinyle bon marché restaient une cicatrice temporaire laissée par un parasite qui avait enfin été excisé. Mais la fondation était solide. Les os de l'architecture étaient inflexibles. L'air à l'intérieur de la maison ne semblait plus étouffé par la tromperie et l'arrogance imméritée. Il semblait propre. Il semblait comme une toile vierge attendant d'être restaurée. 365 jours fournissent une perspective remarquable sur la durabilité de la vérité. Dans les archives historiques de l'État, j'étudie l'accumulation lente et patiente de faits. Dans ma vie personnelle, j'ai regardé le démantèlement rapide et systématique d'une fraude. 12 mois s'étaient écoulés depuis que le camion de location rouillé avait crachoté hors de l'allée de Rehoboth Beach, emportant les derniers vestiges d'une illusion imméritée avec lui. Le temps n'a pas guéri les blessures des antagonistes. Le temps a simplement appliqué les conséquences de leur cupidité. Harrison Cole m'envoie des rapports opérationnels trimestriels pour Parker Coastal Holdings. La machinerie légale que nous avons mise en mouvement ne s'est pas arrêtée quand l'avis d'expulsion a été signifié. Le procureur fédéral n'a montré aucune clémence à une défenderesse prise sur surveillance initiant une fraude hypothécaire. Ashley a évité une longue peine de prison en acceptant un accord de plaidoyer strict résultant en 5 ans de probation fédérale supervisée. Le tribunal a également validé l'ordre de restitution civile que nous avons déposé. Elle devait à la société des centaines de milliers de dollars. Pour satisfaire le jugement civil, le tribunal a autorisé une saisie arrêt sévère sur les salaires. Ashley porte maintenant un uniforme en polyester travaillant le quart du matin dans un détaillant régional d'articles ménagers. Toutes les 2 semaines, elle reçoit un chèque de paie. Avant que les fonds n'atteignent jamais son compte, l'État intercepte un pourcentage significatif, routant l'argent directement dans le registre du trust. Elle passe ses journées à organiser exactement le type de meubles en aggloméré bon marché qu'elle utilisait autrefois pour profaner le sanctuaire de ma mère. Elle conduit une voiture compacte d'occasion fiable, ayant rendu son véhicule loué au concessionnaire. Les sacs à main de créateurs ont été liquidés pour payer son avocat de la défense.
Ses profils de médias sociaux soignés ont été supprimés, effaçant le monument numérique qu'elle avait construit à sa propre arrogance. Elle pointe avant l'aube, portant le poids lourd et permanent d'une dette qu'elle ne peut jamais distancer. Brenda réside dans un appartement de 2 chambres dans une section transitoire de Dover. Les galas côtiers et les mixeurs d'été ont continué sans elle. Les voisins aisés qu'elle avait autrefois essayé d'impressionner ont oublié son nom au moment où l'avis d'expulsion est devenu public. Elle vit dans un silence profond, entièrement aliénée des cercles sociaux qu'elle convoitait. L'illusion de sa domination s'est évaporée le jour où elle est sortie de la salle de conseil en acajou. Elle ne peut pas demander un soutien financier à sa fille. Elle ne peut pas exiger un sauvetage de l'homme qu'elle utilisait comme bouclier. Elle est assise dans son salon exigu entourée des quelques possessions qu'elle a réussi à sauver. Dépouillée de son levier et de sa fierté. William a brisé le cycle de sa propre lâcheté. Mais le réveil est arrivé trop tard pour sauver son confort. Les développeurs de Miami ont exécuté la clause de garantie sur le prêt relais en défaut. Ils ont liquidé sa pension corporative avec une efficacité clinique. À 68 ans, mon père devrait passer ses matinées à lire sur un pont calme. Au lieu de cela, il règle une alarme à 5 heures du matin. Il a obtenu un poste administratif de niveau moyen dans une entreprise de logistique. Il fait la navette 40 minutes dans chaque sens assis dans une circulation dense pour reconstruire une fraction des économies qu'il a sacrifiées. Il vit seul dans une unité de location stérile. Nous ne parlons pas. Je n'ai pas imposé la distance par malice ou dépit. J'ai simplement appliqué la frontière requise pour protéger ma paix. Il a choisi de financer une mascarade et maintenant il paie l'intérêt quotidien sur ce choix spécifique. La réhabilitation de la propriété côtière a nécessité un travail physique et une patience infinie. Je n'ai pas engagé une équipe de construction pour effacer les dommages du jour au lendemain. J'ai approché la maison de la même façon que j'approchais un manuscrit historique endommagé, pelant les couches ruinées pour sauver la fondation originale. J'ai passé mes week-ends à genoux à arracher les planches en vinyle bon marché qu'Ashley avait posées sur les sols. Sous le plastique fragile, les bois durs restaurés d'origine restaient intacts, nécessitant seulement un ponçage doux et une nouvelle couche de scellant pour ramener le grain riche à la vie. J'ai engagé un entrepreneur spécialisé pour enlever la peinture blanche stérile aveuglante des murs du salon. Nous avons exposé les moulures en bois naturel, laissant les teintes chaudes et sombres ancrer l'espace à nouveau. J'ai récupéré les pièces anciennes survivantes de l'unité de stockage climatisée à Wilmington. La table basse sur mesure a assumé sa place légitime au centre de la pièce. Les dessous de verre en plastique bon marché ont été jetés, remplacés par de lourdes ardoises taillées. J'ai écumé les ventes de succession et les enchères côtières vintage pour remplacer les cartes nautiques et les fauteuils de lecture qui avaient été jetés dans la benne à déchets de construction. Je n'ai pas précipité le processus. J'ai permis à la maison de dicter sa propre guérison. Mois après mois, l'odeur d'adhésif en aérosol bon marché s'est estompée, remplacée par l'arôme réconfortant de cire à plancher en cèdre et d'air salin entrant. Fin août, le sanctuaire était entier. J'ai invité Nat et Kendra à passer le dernier week-end de la saison estivale sur la côte. Le contraste entre cette visite et leur arrivée précédente était frappant. Quand Nat a engagé son véhicule dans l'allée de coquillages écrasés, ses épaules étaient détendues. Il ne serrait pas le volant, se préparant à une dispute. Il est sorti de la voiture, a respiré la brise océanique et est monté sur les marches avant de sa maison d'enfance avec un sourire sincère. Kendra est sortie du côté passager portant un sac en toile et une bouteille de vin rouge importé. Elle portait une robe d'été en lin décontracté, se débarrassant de l'armure corporative tranchante qu'elle portait au département de souscription bancaire. Elle est entrée par la porte d'entrée, inspectant les moulures restaurées et les planchers en bois dur brillant. Ses yeux calculaient l'équité restaurée, mais son expression reflétait une profonde satisfaction personnelle. Elle est entrée dans la cuisine, traçant ses doigts sur les comptoirs en granit lisse. « Tu as stabilisé l'actif », a noté Kendra en me tendant la bouteille de vin. Le registre est propre. La responsabilité est 0. J'ai souri, récupérant 2 verres à vin du placard supérieur. Le registre est positif, les jeux corrigés. Le premier dépôt direct de la saisie-arrêt sur salaire a été compensé hier. Kendra a offert un rire rare et sincère. Un retour sur investissement lent, mais garanti, a-t-elle dit. Nous avons passé l'après-midi sur le pont arrière donnant sur l'Atlantique. Nat se tenait près du grill en tournant du saumon sur planche de cèdre et en parlant de son dernier projet de design architectural. Nous n'avons pas discuté de Brenda.
Nous n'avons pas mentionné William. Les antagonistes qui avaient consommé tant d'oxygène avaient été réduits à des notes de bas de page sans pertinence dans notre histoire. L'air était clair. La conversation coulait sans le courant sous-jacent lourd de ressentiments cachés ou de crises imminentes. Nous étions simplement une famille occupant notre propre territoire. Alors que le soleil commençait à plonger sous l'horizon, peignant le ciel de teintes profondes de violet et d'orange meurtri, Nat et Kendra sont rentrés pour dresser la table de la salle à manger. Je suis resté sur le pont arrière, rassemblant les assiettes vides. La marée du soir roulait, le son rythmique des vagues se brisant contre le rivage fournissant un métronome régulier et réconfortant. J'ai ramassé mon sac en toile reposant sur la chaise longue extérieure. J'ai plongé la main à l'intérieur et en ai sorti le métal lourd et enchevêtré. C'était le carillon avant en laiton vintage. La pièce exacte que Kendra avait sortie de la benne à déchets rouillés il y a plus d'1 an. Je l'ai porté au bord du porche. Un crochet en fer robuste restait encastré dans le surplomb en bois exactement où ma mère l'avait installé des décennies plus tôt. J'ai tendu la main et ai bouclé la corde en nylon tressé sur le crochet en métal. Je suis reculé, abaissant mes bras. La brise côtière a balayé du port, passant à travers les écrans en bois du porche. Les lourds tubes en laiton ont capté la brise, se balançant doucement contre le frappeur central. Le métal a teinté, produisant un ton profond, propre et résonnant qui coupait à travers le crépuscule. La note a tenu dans l'air une déclaration indubitable d'endurance. J'ai repris mon héritage, non pas en égalant leur volume, mais en maintenant ma discipline. J'ai laissé le piège faire le gros du travail. Je me suis retourné et regardé à travers la porte coulissante envers mon frère et ma belle-sœur riant dans la lueur chaude de la cuisine. Je suis resté sur le porche, écoutant le tintement régulier du laiton. Le vent s'est calmé. Le carillon a ralenti jusqu'à un arrêt doux. J'ai pris une profonde respiration d'air salin vif. La guerre était terminée. La maison était enfin calme.